Mhm. Donc je te laisse te présenter, Mathieu. Explique-nous qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, et puis freestyle complet. Ok, merci Martin pour l'invitation. Moi c'est Mathieu, donc on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et YouTube en tant que coach circulaire ou sur LinkedIn où je m'exprime le plus en tant que Mathieu Mancel. J'ai aujourd'hui deux activités. La première, c'est je suis salarié chez un éditeur logiciel. Je suis manager d'une équipe de 10 personnes. Si jamais il y a des gens qui viennent de l'IT, je suis avec une équipe DevOps. Ceux qui viennent pas de l'IT, c'est pas très grave. On est une équipe de service qui est là pour mettre en place le plus vite possible les produits dans les mains de nos clients. Et à côté, depuis le moment où je me suis lancé un peu sur les contenus, sur les réseaux, j'ai décidé de me lancer aussi dans l'accompagnement parce que je suis aussi coach professionnel, euh, passionné par le mouvement. C'est ce qui nous rejoint en premier, Martin, les handstands, la calisthénie. Et là, je suis encore en train d'affiner un petit peu les personnes et l'offre que je veux ramener, mais aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs qui se sentent débordés dans leur quotidien, qui ont envie de se reprendre en main, mais qui savent pas trop comment faire. Et ce que j'ai envie de les aider à développer, c'est trois piliers principaux pour moi. Donc le premier pilier qui est le mouvement. Donc quand je parle de mouvement, parce que c'est pas forcément que le sport, il y avait toute la partie que j'appelle maintenant soutien, parce que j'en ai marre d'entendre les coachs mindset parler d'arc-en-ciel, de licorne et de choses comme ça. Donc la partie mindset, coaching, éventuellement mentorat. Et une autre de mes expertises, c'est la partie organisation. Parce que souvent, les gens qui te parlent d'organisation vont soit te vendre des super templates Notion, soit te vendre des super outils d'automatisation. Mais pour moi, le premier travail est déjà d'être aligné sur ce qu'on fait, sur libérer l'inutile. Je suis un fan du principe de Pareto, donc la loi du 80-20, et le principe KISS, Keep it simple and stupid. Voilà, puis vous avez dû le voir un peu avec mon décor ou mon t-shirt. Je suis plutôt dans l'univers des super-héros, des mangas, etc. Tu nous as déjà balancé tellement d'informations. C'est cool. En tout cas, merci pour les infos. Je pense que la partie accompagnement, ou en tout cas ce que tu fais là aujourd'hui, on va garder ça pour la fin de l'épisode. Moi aujourd'hui, je voudrais surtout d'abord en savoir un petit peu plus sur Mathieu. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Parce qu'au final, on n'est pas non plus deux générations complètement opposées, mais on n'est pas non plus de la même génération. Tu nous as dit du coup que tu avais un autre taf aussi. Ouais. Comment est-ce que tu as commencé du coup à avoir l'idée de vouloir faire autre chose? Et comment est-ce que du coup ça s'est mis en place sur le temps? Bon, c'est une question, je pense que je peux couper mon micro pendant 40 minutes. Donc, Non, je vais faire plus court, t'inquiète. Tu me connais bien à force. essaye un peu de... Ce qui m'intéresse, c'est surtout de commencer étape par étape et de suivre une certaine chronologie en termes de temps, quoi. Ouais, déjà tu as dit un truc qui est vrai qui est intéressant, on n'a pas du tout le même âge finalement. Moi j'ai 42 ans, je suis papa de deux enfants. J'ai mon fils qui a 15 ans, ma fille qui a 11 ans. Et, euh, et en fait j'ai toujours accompagné, aidé les gens. Plus tôt j'ai fait du taekwondo pendant même très longtemps. Et très vite quand j'ai eu mon premier dan, donc ma ceinture noire, j'ai encadré les débutants. Et mon plaisir, c'était de leur permettre d'apprendre et d'être autonome sur toutes les techniques de base, les faire progresser, et pas que les gens qui étaient dans l'élite et qui allaient partir en combat, mais vraiment tous les gens parce qu'ils viennent pour faire quelque chose, pour avoir une activité. Et il y a le côté discipline des arts martiaux qui me plaisait beaucoup, donc j'étais vraiment sur les accompagner autour de ça. Dans mes jobs, j'ai quasiment toujours entraîné mes collègues le midi. Là, je le fais encore aujourd'hui, donc il y a toujours eu quelque chose autour du soutien. Puis tu vois, je suis manager. Ma vision du manager, c'est le coach manager qui est là pour révéler les talents de son équipe et leur permettre d'aller plus loin que ce qu'ils penseraient pouvoir faire. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas gagner de l'argent avec ça? Je peux te couper une seconde? Ouais. Parce que du coup, j'ai une question qui me vient là maintenant. Pour toi, tu définis ça plutôt comme accompagner, enfin comme aimer accompagner les gens, ou aimer enseigner ce que tu sais? Je sais pas si ma question est claire.
Si, je fais attention aux mots que j'utilise parce que, comme je suis coach professionnel certifié et qu'on nous apprend ce qu'est un coach et que tout le monde se prétend coach, j'ai un peu de mal avec ça. Heu, il y a la partie formation-transmission, j'aime beaucoup, ouais. Et quand j'utilise accompagnement, moi, c'est que je jongle dans les postures. C'est-à-dire que par moment, je vais former, par moment, je vais coacher, par moment, je vais mentorer. Donc, la petite nuance, hein, c'est, pour ceux qui auraient pas la notion, normalement, le coach, c'est l'expert du processus d'accompagnement de son client, c'est le client qui a la solution et notre boulot, c'est d'aider le client à faire des prises de conscience et trouver la meilleure solution pour lui. Le coach type sportif, c'est un consultant, c'est un expert de la préparation physique et qui va permettre à son client de réussir ses résultats. Le formateur, c'est celui qui t'enseigne quelque chose. Moi, quand j'accompagne et le mentor, pardon, j'ai pas dit, c'est celui qui a fait et qui t'explique comment lui l'a fait et qui t'encourage à le faire un peu comme lui. Donc moi, j'aime bien, utiliser un petit peu ces différentes, facettes en fonction du besoin de la personne et du moment. Ok. Ah, super intéressant ça. Mais vas-y, excuse-moi, du coup, c'est juste que c'est un élément qui m'a pop-up en tête. J'avais envie d'éclaircir ça. Ouais, bah, Je te écoute, laisse continuer. là, c'est le pourquoi j'avais relancé. Pourquoi je me suis lancé sur les réseaux? C'est au moment du premier confinement avec le covid, où ça faisait un moment que j'entraînais, les copains le week-end, le truc comme ça, puis on s'est retrouvés tous coincés chez nous, puis on savait pas, c'était la fin du monde, on savait pas trop ce qui allait se passer. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu, tu te souviens toi, Martin? Mais je me suis dit: «Merde, heu, j'aimerais réussir à toucher les gens, leur permettre de rester en forme chez eux, parce que c'est hyper important». Donc j'ai commencé à créer un site. Je m'étais fait un avatar, donc j'avais fait beaucoup de sketchnoting pour essayer d'illustrer tous les mouvements de base, les pompes, les squats, le press, et cetera, et cetera. Et j'ai commencé à partager là-dessus, mais j'ai toujours été un gros consommateur de YouTube. Beaucoup de vidéos, moi je me suis beaucoup formé comme ça et heu et j'osais pas trop me lancer, mais j'étais un peu frustré et on a une connaissance en commun, c'est Simon, qui m'a un peu, botté le cul et qui m'a dit: «Bah vas-y, lance tes vidéos». Et donc il y a 2 ans, 3 ans peut-être maintenant, j'ai lancé ma chaîne YouTube, avec ma première vidéo, ça devait être comment faire des swings, au kettlebell ou comment faire des pompes. Et puis, j'ai gardé le rythme d'une vidéo par mois pendant un petit moment et là je suis un peu en pause. Je l'ai fait à des rythmes un peu plus, disparates, mais j'aime beaucoup la création de vidéos. Je trouve que c'est vraiment sympa, le challenge de passer une idée sans faire chier les gens pendant une demi heure. Hmm. Mais du coup, ma question là, c'est ok, c'est confinement, tu te lances sur les réseaux, tu as envie de créer du contenu, tu ouvres ta chaîne YouTube. À ce moment-là, l'objectif, c'est le Covid, j'ai envie d'aider des gens, ou c'est je vois l'opportunité derrière d'avoir un business d'accompagnement, ce que tu fais. Est-ce que tu avais déjà cette idée-là au départ? C'est pas parti pour ça. C'était vraiment comment je fais pour aider les gens. C'était un peu mon don à la société. J'ai toujours eu en tête, l'idée de générer un petit peu d'argent, mais je viens d'une famille où l'entrepreneuriat est dangereux, donc on est mieux en salarié et c'est pour ça que j'ai toujours été salarié et ce monde me faisait très peur. Donc c'était pas du tout en tête de me dire: «Je vais me faire de l'argent avec ça», quoi. Ok. Je Donc, dirais même, là, en chronologue. y repensant, c'était presque même sale pour moi, là, de me dire: «C'est pas possible, en fait, de gagner de l'argent en en proposant quelque chose de payant, alors que c'est quelque chose que tu fais gratuitement depuis très longtemps», tu vois? Donc là, j'ai travaillé pas mal là-dessus Hmm. depuis, mais pour moi, c'était hors de question presque. Ok. Ouais, c'est intéressant ça aussi. Du coup, je pense que ça a d'office changé aujourd'hui. Ah bah oui, mais il y a pas de raison en fait, tout ce savoir Hmm. acquis, je peux gagner ma vie avec. Hmm. Bon, du coup, suite un peu des événements, là c'est Covid, tu crées tes réseaux sociaux, tu commences à créer du contenu. Comment ça se met en place après? C'est quoi la suite? C'était surtout YouTube. J'avais créé mon canal Insta, c'était, juste pour répondre à un casting sur un jeu télévisé qui a à peine été diffusé. Je sais plus si on en avait parlé, mais Hmm. sur France 2, il y avait un truc qui s'appelait la course des champions
Et moi, je fais un petit peu de course Ah, je d'obstacles. pensais que tu allais parler Non, Ninja, on en pourra en de parler Ninja après si Warrior. tu veux. Mais non, c'est encore plus vieux. Ok. Il y a une émission sur France 2 qui s'appelait La course des champions. Donc, moi, je fais un petit peu de course d'obstacles, même si ça fait longtemps que je n'avais pas fait des compliqués parce que je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Mais j'aime beaucoup le côté global en fait. Il faut être endurant, faut être rapide, faut avoir du grip, de la technique, de la force, etc. Donc c'est un truc qui me plaît bien. Et j'avais vu passer une annonce sur Facebook je sais plus quelle maison de prod faisait un casting, et ils étaient plutôt mystérieux en disant on lance un nouveau scénario, un nouveau concept d'émission innovant en France. Donc j'avais postulé comme ça en me disant brouf. Et j'avais trouvé sur le net à quoi ça ressemblait, et le concept de la course des champions était juste ouf aux US, même si ça n'avait pas bien marché. C'était une course d'obstacles nocturne en 1 contre 1, et t'affrontais un champion. Et donc, en fait, tu avais 5 km maximum, 5 obstacles. Tu choisissais le truc. Mais l'idée, c'est que tu avais. Le champion partait 1 minute 30, je crois, après le candidat. Et donc, tu avais 1 minute 30 pour jouer au chat à Hmm. la souris et réussir à aller le plus vite possible. Et je me suis pris au jeu de ce truc-là. J'avais fait tous les castings. Et finalement, j'avais pas été retenu parce que mon profil était trop lambda, trop standard. J'avais été très fort physiquement, mais pas assez, comment dire, exubérant, on va dire, de face cam. Donc depuis, j'ai retravaillé un peu là-dessus, mais donc j'étais plutôt frustré, mais il y avait besoin d'avoir un Insta pour mettre un petit peu de contenu, donc c'est pour ça que j'avais créé au début. Ouais, vas-y. Et d'où est-ce que ça vient cette envie de participer à des émissions? Parce que du coup, je me souvenais plus qu'on avait parlé de ça. Moi, je me rappelle qu'au moment où on s'est connus, c'était peut-être l'époque où soit tu venais de faire, soit tu étais en train de faire Ninja Warrior. C'est vrai que là maintenant, tu me parles aussi d'une autre émission. Toi, qu'est-ce qui te motive en fait réellement à participer à ce genre de choses? Euh, L'idée, c'était le challenge. Et en fait, moi, j'ai besoin de challenge pour avancer un petit peu. Mes entraînements ont toujours été plutôt sur m'amuser et transmettre aux autres. Mais si j'ai pas un objectif derrière, bah, je vais pas aller chercher un peu de variété. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais du cirque plutôt comme activité encadrée, et mon prof aime bien aller me challenger, me faire sortir un peu de ma zone de confort pour me faire progresser. Donc il y avait ce côté-là, course d'obstacles, je me démerde bien. Ça doit être vachement cool une course d'obstacles organisée par la télé parce qu'il doit y avoir des moyens de ouf. Et c'était ça le point de départ en fait. Et Ok. pour Ninja Warrior, parce que donc oui, j'étais candidat de la saison 7, on a pu me voir tomber dès le premier obstacle déguisé en Iron Man, tête la première dans la piscine. Euh, c'est un moment incroyable. Ça, c'était une revanche personnelle par rapport à ce que je disais en anecdote, que j'avais pas été retenu parce que face à la caméra, ça le faisait pas. Et la saison 6, je crois, il y a une fille qui avait fait le casting avec moi, le test sportif de la course des champions, qui a participé à Ninja Warrior saison 6. Et donc je lui ai demandé comment c'était, parce que moi je me suis toujours dit Ninja Warrior, c'est pas pour moi. Moi j'ai peur du. Le lâcher prise, c'est compliqué. Donc, toi, les sauts de barre, les choses comme ça me faisait hyper peur. Le parcours, ça me fait très peur. Donc, j'avais jamais essayé. Et elle me dit, non, mais Mathieu, on a passé une après-midi ensemble. J'ai ce que tu sais faire. Vas-y. Je dis, bon, je balance un message au caster. Et il me challenge un petit peu. Puis, en fait, Ninja Warrior, c'est pas la même pour candidater, en fait. T'as tout un questionnaire à faire. Faut que tu fasses une vidéo de candidature, que tu expliques ton profil, tout ça. Donc, il y a du taf. On était 10 000 à la première étape comme ça. Donc j'ai fait une vidéo, puis finalement ils m'ont recontacté. Ils m'ont dit bah viens, il y a les tests sportifs. Je fais Donc j'ai essayé de m'entraîner un petit peu. J'ai commencé à essayer le fameux saut de barre qui me terrorisait. Et puis bah, les tests sportifs, finalement, bah, j'ai été pris. Petit bon bah. Et face caméra, ma vidéo, en fait, ça c'était ma plus belle revanche. La vidéo de casting que j'ai fait, ils l'ont kiffé. Et c'est sans doute ce qui m'a fait être pris. Donc le gars qui était un peu trop lambda et qui était pas assez bien pour France 2 est passé à Ninja Warrior. Et ça, c'était pour ça en fait que je suis reparti Ninja Warrior. En plus, si je me trompe pas, c'est une vidéo que tu dois faire en lien aussi avec ton lieu de travail, non? Alors c'est moi qui ai choisi de le faire parce que l'idée c'est raconter qui tu es. Donc effectivement, c'était une vidéo qui Ok. racontait un peu qui je suis, et on a fait avec un collègue un super plan séquence où on part de mon boulot, qui explique qui je suis, qu'on s'entraîne le midi avec les collègues, donc je cale un petit muscle-up comme ça, puis je ravance, et on se retrouve au cirque où je fais exprès de mal jongler, puis on fait quelques portées, tout ça. Donc c'était très très fun à faire, et effectivement, je m'étais bien marré.
Ah, il me semble que tu m'avais montré la vidéo au moment où ça avait été fait. Mais c'est Mhm. vrai que je te pose la question parce que ça m'avait plus marqué. Il y a Jean-François d'ailleurs qui écoutera très probablement cet épisode à un moment donné, donc big up. Jean-François qui est aussi passé dans l'équipe et qui a aussi posé sa candidature. Et lui, il travaille sur des bateaux en mer. Mhm. Et du coup, pareil, il avait tourné, je pense il a même fait 2 saisons, en tout cas, il y a eu 2 vidéos. Et du coup, il me demandait un petit peu des conseils sur comment il pouvait tourner, qu'est-ce qu'il pouvait mettre en avant, etc. Mais vu que c'était cadre marin, ça m'a plus marqué. C'est vrai que maintenant, je me rappelle que tu m'avais partagé cette vidéo aussi. Mhm. Mais c'est parti de là, tu vois. C'était le côté, enfin moi pour moi le jeu télé c'était le côté challenge et la course des champions, ça va te faire marrer, mais donc comme je suis plus vieux que toi, moi je suis génération Fort Boyard quand j'étais gosse, les tout premiers, et c'était présenté par Olivier Mine, et je me suis dit putain, si tu te démerdes Mathieu, tu vois Olivier Mine et tu te retrouves à Fort Boyard, ton rêve de gamin, et non. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité? Moi, je te Euh, vois les, en- bien là-dedans en plus. les enfants ont Franchement, arrêté de regarder l'émission parce que c'est un peu perdu de son charme et ils ont grandi, mais ah bah bien sûr qu'ils m'appellent pour venir à Fort Boyard, je vais à Fort Boyard. putain, moi, je t'avoue, tu me mets dans un truc où faut marcher à je sais pas combien de mètres de haut ou avec les animaux, les insectes. C'est pas mon truc, hein. Ah mais moi t'es sûr que tu vas me voir hurler, hein. Justement, si TF1 a kiffé me voir tomber la tête la première, France 2 venez me chercher pour Fort Boyard, vous m'entendrez crier, ça va vous faire rire. Donc là, aujourd'hui, c'est ton. Imaginons, tu as le choix de participer à n'importe quelle autre émission, alors ancienne émission, émission actuelle, peu importe. C'est quoi là allez, ton top 3? Tu as l'air d'être vachement plus à jour que moi. C'est quoi ton top 3 d'émissions que tu voudrais faire? Tu me parles de challenge, est-ce que, je sais pas, je pense à koh par exemple, est-ce que c'est Ah ça c'est aussi hors de quelque chose question. qui rentrerait dans. Sacrifier la bouffe, c'est hors de Ah question. ouais? Puis en plus, quand tu regardes comment c'est monté, ils font tout pour que les gens soient exécrables, que t'aies pas envie de les voir, que ce soit la guerre, la politique, tout ça. Moi, je suis hors de question. Je regarde pas trop les émissions, non, mais ouais, je retournerais bien chez Ninja pour emmener ma famille et pas y me retrouver tout seul pendant une semaine. Ça serait vraiment sympa qu'ils voient l'envers du décor, les enfants. Fort Boyard, ça me ferait bien kiffer. Et pendant un petit moment, j'en ai parlé un peu avec ma voltigeuse. Nous, on aimerait bien faire Incroyable Talent, mais on n'a pas encore le level, quoi. Et s'il y Hmm, avait 3 émissions, j'aimerais bien ces trois-là. ok. Ah, incroyable talent, c'est pas mal, ouais. Il y a Et du du coup, c'est level. vrai que ça nous fait un point en plus en commun, le cirque. Mhm. Je- Est-ce qu'on peut peut-être ouvrir la parenthèse là maintenant, Allez, vas-y, on est chez toi, hein. tant que tu en parles? Non, mais c'est vrai qu'au final, je réfléchis, on a pas mal d'intérêts en commun. Euh, Comment ça se fait que tu as commencé le cirque? Ça a été quoi le contexte? Explique-nous un peu. Puis ce que tu fais, parce qu'au final, tu nous as pas vraiment expliqué. Ouais, bof. Je crois que ça va définir qui je suis, c'est de l'opportunité. Je suis rentré dans le cirque par hasard. Je suis né et je viens de région parisienne. Et il y a bientôt 11 ans, j'ai quitté la région parisienne parce que la famille s'était agrandie, que la maison était trop petite et que moi j'en avais marre d'être par là-bas. Et donc là, maintenant, je suis à Cholet, dans le Maine-et-Loire, donc entre Nantes et Angers. Et, euh, et ma fille était petite et mon fils avait l'âge de faire une activité. Donc on cherchait un truc, il faisait les bébés nageurs avant. Puis arrivé sur Cholet, on cherchait un truc à faire. Et on a trouvé le cirque parents-enfants. Petit bon, bah, le samedi matin, j'allais avec mon fils pour faire des trucs. Et donc on faisait des portées, on apprenait à manipuler la balle, les trucs comme ça, c'était assez rigolo. Et je faisais déjà un peu, ça s'appelait pas la calisthénie, mais je bricolais déjà un petit peu des muscle-up, des back levers, des front levers, enfin des trucs comme ça. Donc j'étais très, très accroché à la barre. Et un cours, la prof me fait: «Eh, tu sais, il y a un cours adulte le mardi soir à 22h, ça te dit pas d'essayer?» Je sais pas, moi je fais rien. J'avais voulu reprendre du taekwondo, j'avais rien trouvé, dis carrément, je viens essayer. Et donc bah, je me suis accroché au trapèze statique. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est vraiment juste 2 cordes avec une barre et puis tu es accroché. C'est pas les trapèzes où tu balances les gens, tu sautes. C'est juste comme une barre de traction, mais sans les portants.
Et tout de suite, je me suis retrouvé à l'aise avec cet atelier et les petits trucs de base, puisque je pouvais caler un front lever, je pouvais caler, j'appelle ça le Jésus, mais tu te mets debout sous les barres et puis tu fais comme une Iron Cross, donc la croix de fer, mais comme tu as les cordes en dessous, en fait, il y a très peu de résistance, donc c'est hyper impressionnant, c'est hyper joli, mais ça demande pas beaucoup d'effort. Donc je me suis bien marré là-dessus. D'ailleurs, j'avais fait un numéro en Tarzan sur mon trapèze, très drôle. Et puis j'ai découvert les portées. Et puis très vite, avec Eva, ma voltigeuse, ça a très bien pris. Puis en fait, ça fait 10 ans maintenant qu'on bosse ensemble, quoi. Donc on s'est entraîné beaucoup à Cholet. Et Vous puis êtes juste en duo. là, nous, on est en duo, mais là, actuellement, j'ai changé d'école de cirque, enfin de groupe de cirque, parce qu'on peut pas appeler ça une école. Et depuis 6 ou 7 ans, le lundi soir, on a un créneau de 2 heures. Et actuellement, on a une dizaine de personnes. Et avant, c'était très large. Il y avait des jongleurs, un petit peu d'acrobates, mais pas trop, un petit peu d'aérien, donc les tissus, les choses comme ça. Et puis nous, on faisait plutôt des portées. Et puis petit à petit, le groupe s'est ramené autour des portées, quoi. Donc là, on a une dizaine à faire des portées. Et ce que j'aime bien, c'est que justement, on vient nous challenger avec des trucs soit un peu cons au début. Genre hier, on a joué aux dames. Donc on était sur le praticable chacun de notre côté, puis on pouvait se déplacer qu'en sautant, en avant ou sur les côtés. Et pour éliminer quelqu'un, il fallait le toucher avec tes mains, ses deux pieds, puis te relever sans toucher le sol. Donc tu vois, c'est des trucs très cons comme ça en échauffement, mais c'était assez marrant. Et puis après, on part sur les portées, ou des fois on nous fait jongler. Je suis pas très bon en jongle, mais voilà. J'aime bien ce côté-là. Ouais, je jongle, je fais du diabolo, un peu de portée, un petit peu de. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, mais marcher un petit peu sur fil ou sur les grosses boules. Plein de trucs comme ça. C'est ce qui me plaît, c'est qu'on bricole plein de trucs avec notre corps. Peut-être expliquer pour ceux qui écoutent, qui ne savent pas du tout ce que c'est des portées. Ah oui, alors il y en a qui connaîtront peut-être le terme acro-yoga, ou les plus jeunes maintenant, je vois qu'ils font ça au collège, acrosport aussi, ça peut faire penser à ça, mais je vais utiliser le truc qui parlera le plus de personnes, je pense, dans Dirty Dancing à la fin, quand il y a la danse et que Patrick Swayze porte bébé à bout de bras comme ça c'est des portées. Donc c'est toutes ces choses-là, les enfants on appelle l'avion, tu t'allonges sur le dos, tu tends tes jambes, et la personne vient encore faire une jolie hirondelle posée sur tes pieds, ça c'est des portées. Des choses un peu dynamiques, des contrepoids, plein de choses en fait. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que y a un travail de confiance en soi, confiance en l'autre, et puis vachement d'écoute par le contact, par les gestes en fait. Tu vois, heureusement que je te pose la question parce que depuis le temps qu'on parle de ça, j'étais persuadé que tu faisais que de la portée Eki. Ah oui, non. Le main en plus, on sait pas encore le faire, Ok. tu vois. Ah, ok. On travaille Ok. C'est difficilement vrai le pied-main. que. Ok. Pied-main, donc au sol, c'est facile en fait. Elle est debout dans mes mains, puis on va faire comme des développés couchés, si tu veux finalement. Hmm. Et ce qu'on travaille actuellement, mais c'est des problèmes de confiance, c'est le pied-main debout, donc on part en colonne, donc elle est debout sur mes épaules. Et de là, venir récupérer un pied, l'autre pied. Déjà juste se maintenir et stabiliser. Après, j'aimerais bien pouvoir développer. Mais ouais, c'est ces jeux-là. Après, comme on travaille dans une salle de gym, on manque un peu d'agrès pour sécuriser. C'est-à-dire que là, on a juste une fosse, mais on n'a pas une sangle, on n'a pas une longe, on n'a pas des cordes pour vraiment sécuriser. Donc on se part entre nous, mais donc ça freine parfois un peu la progression. Ouais, c'est vrai que je pense que je suis biaisé par rapport à ça parce que la seule expérience au final de cirque que j'ai, c'est ici depuis que je suis à Toulouse, et les seules portées que je vois, c'est au cours d'équilibre. Et au final, c'est des petites nanas qui sont toutes menues en haut et qui directement se mettent en équilibre, font des un bras, etc. Donc c'est Voilà. vrai que je pense que j'ai tendance à oublier que je suis à un endroit où les gens sont relativement chauds. Pas Oui. que je suis une machine de guerre, mais c'est vrai que là où je m'entraîne, je pense que ce que je vois en portée, en tout cas, c'est assez impressionnant. Ouais. Ah oui, tu as du haut niveau. Le main, c'est du boulot, mine de rien. Et ce qui est marrant, c'est que t'as pas besoin de savoir faire l'équi. De ce que je comprends, c'est que c'est pas la même chose. Alors je pense que c'est un peu plus simple. C'est comme les cannes, tu vois. Peut-être que je raconte des connes. J'espère pas, je pense pas. Mais vu que j'en ai jamais fait, je me base que sur ce que j'ai entendu.
Mais il me semble que c'est un petit peu comme les cannes où au final, vu que c'est ton porteur ou la canne qui du coup gère un peu les petites compensations, tu as entre guillemets simplement besoin d'être bien calé au niveau de ton épaule. Et après, ouais, comme tu dis, c'est de la confiance. Mais il y a un petit jeu supplémentaire qui rend la chose plus simple qu'au sol, par exemple. Bah, a priori, c'est ça, ouais. Nous, cet avantage-là, c'est aussi un gros inconvénient. Il y a le côté confiance, parce que justement, il faut accepter de jamais rien rattraper toi-même. Et là, j'ai essayé parce que j'ai un copain qui est capable de me porter, parce que mine de rien, je suis lourd, je fais 84 kilos. On essaye de faire du main-main au sol, donc lui allongé. J'ai tellement peur de m'éclater la gueule que j'ose même pas monter mon équille, en fait. Ouais, puis il faut aussi la confiance de. Moi, je les vois retomber, ils perdent l'équilibre et en fait, le mec qui est au sol, il y a les deux pieds qui arrivent ici, quoi. Donc, Oui. t'as pas intérêt que le mec il te mette un pied dans la tête. Ouais. Bah c'est ça, ouais. Puis ça rajoute une petite instabilité parce que t'es pas plus que sur les cannes, je pense, même si j'en ai jamais trop fait, parce que c'est les mains et les mains bougent beaucoup quand même. Mais ça, c'est un de mes objectifs, être capable déjà d'être porté comme ça, ce serait rigolo. T'as jamais essayé, toi? Alors moi, je ne sais pas si on a déjà abordé ce sujet-là, mais j'ai vraiment, sur une échelle de 1 à 10 du vertige, je suis pas à 10 sur 10, mais je suis à un bon 8, tu vois. Donc tout ce qui est canne, j'en ai déjà fait sur la plage. Après, c'était des cannes fixes, c'était pas des vraies cannes qui bougent. Mais dès qu'il y en a, en fait, si tu me forces pas à le faire, je vais pas du tout le faire. Donc très peu d'expérience avec ça. Ouais, tu m'avais dit justement que t'avais peur de la hauteur, mais je me souviens avoir vu des photos de toi sur des cannes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté? Donc en plus, c'était des cannes fixes, ok, ouais, je comprends. C'est vrai que c'est impressionnant les cannes qui sont molles comme ça. Bah, au final, c'est pas forcément le fait qu'elles soient molles ou pas molles, mais les seules fois où j'ai fait des cannes, c'était à la plage. Et du coup, dans le sable, un peu moins. Je sais pas pourquoi, un peu moins de crainte, alors qu'au final, il y a rien parce que je sais très bien tomber. Mais c'est plus en fait la vision, tu vois, le fait de me sentir en hauteur. Je vais vraiment pas réussir à me caler comme d'habitude où tu places tes épaules, tu déroules et puis tu tiens. Je vais vraiment être dans la force, dans le contrôle. Ouais, je te comprends, mais Et encore une fois, si on me force pas, je le fais pas, quoi. je fais exactement pareil. J'ai mis un peu en stand-by les équilles, là je suis revenu un peu dessus parce que j'avais honte de la forme. Et l'autre fois j'ai retesté en hauteur. Au sol ça va, même s'ils sont moins beaux que quand on bossait ensemble. Si je vais sur un truc un peu dur, genre sur une box pas trop haute, ça va parce que je vois la box et je vois pas le sol. Tu me refais faire la même chose avec ma tête qui regarde en bas, des cannes, des machins, en fait je peux même plus monter, quoi. Je suis bloqué psychologiquement, c'est un truc de fou. D'ailleurs c'est frustrant, hein. J'aimerais bien réussir à les faire sur des barres à dips. Ouais, et ça, tu vois, moi, j'ai pareil. Je pense que un équilibre. Je sais pas si tu entends un bruit. Je pense que je dois avoir les voisins du dessus. Ils ont 3 machines à laver en même temps. J'ai l'impression qu'il y a tout mon appart qui bouge. Non, le micro filtre T'entends bien, rien j'entends là? pas. Non, non, c'est bon. Ok. Ah, parfait, c'était tellement bruyant que. Ouais, du coup, je disais, j'ai jamais fait par exemple d'équilibre sur des barres parallèles en parc de street. Parce que là, du coup, je vois danger plus. Alors qu'en soi, je pourrais le faire, tu vois, mais c'est vrai que j'ai toujours eu peur de. Tu valses, et sur des barres en street, en plus, tu valses vers l'avant. Il y a la hauteur, il y a les barres. Je me dis, putain, la blessure, là, elle est vite arrivée. Ouais, Donc, par tu exemple, serais ça, j'ai comme moi, jamais tu fait, tu serais vois. prudent, toi, plutôt? Ouais, moi, je suis très prudent, ouais. Ah oui. Mais il y a double facteur. Il y a le facteur, j'ai absolument pas envie de me blesser. C'est facteur numéro 1. Et facteur numéro 2, je suis un couillon. Clairement, moi, j'ai les boules, en tout cas, de tout ce qui est dangereux, tout ce qui est risqué, etc. Je sais pas, j'ai toujours été plutôt couillon. Ouais. Pourquoi tu dis que c'est couillon, ça? Bah, je sais pas, je te prends plein d'exemples. Je sais pas, j'étais plus jeune, du BMX, on en a fait un petit peu. Je sais que j'étais toujours, j'osais pas trop aller haut, j'osais pas trop prendre de risques, toujours par peur de me faire mal, de me blesser. Ouais.
Donc ouais, c'est de là que ça vient. Enfin, du BMX, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai toujours eu ce truc de je suis pas très téméraire dans les activités risquées, quoi. Tu me fais revenir à un souvenir de primaire là. Quand j'étais gamin, il y avait une piste de BMX justement dans un parc pas loin. Et donc on prenait les vélos, je crois que j'avais pris le vélo de ma mère parce que j'avais plus de vélo, et on est parti avec les potes là-dessus. Puis comme moi je devais être en CM2, un truc comme ça, donc un peu téméraire. On a fait le truc plein de fois, on faisait des petits sauts, voilà. Pas de casque dalle. Puis un coup, il y a la roue avant qui plante à la réception, boum, le soleil, la selle dans le dos, la roue du vélo de ma mère complètement volée, complètement défoncée. Bon, bah depuis, j'ai peur à vélo. Je fais plus rien. Ouais, tu vois, moi, je vois même pas hein, s'il y a eu un élément traumatique. J'ai rien comme ça en tête, mais en tout cas, je sais que j'ai toujours été très, très sage, entre guillemets, sur les activités un peu dangereuses, quoi. Ouais, ok. Ouais. Et pourtant, tu te mets la tête à Bon, si l'envers, ce qui j'essaie doit faire peur de, à plein allez, de gens. remettre un petit... Pardon? Si pourtant tu te mets la tête à l'envers, ce qui est, plein de gens pensent que c'est dangereux. Ouais. Alors que ouais, je suis dans... Ah ouais, là, c'est zéro risque. En tout cas, de mon côté, si je fais ça au sol comme ça, il n'y a pas de risque, quoi. Non, sinon, je disais, j'essayais un peu de remettre, parce qu'on a fait on a fait une belle parenthèse, là, ces 10-15 dernières minutes. Je pense qu'on s'était arrêté, du coup, Covid, création de contenu, chaîne YouTube, Instagram. Ouais. Repars un petit peu de là pour que tu nous rééclaircisses un peu sur le cheminement. Ouais. C'est quoi la suite à partir de ça? La suite, ben, ça revient côté boulot. Au boulot, je me sentais pas assez outillé, équipé en termes d'outils humains pour mieux remplir ma mission. Et, euh, et donc, j'ai suivi une formation de coach professionnel. C'est là où j'ai compris ce qu'était un coach dans le sens officiel du terme. Et finalement, j'ai découvert que j'avais plutôt un talent là-dedans, que j'étais plutôt bon, que c'était devenu assez naturel pour moi. C'est une formation qui a quand même duré 9 mois. Euh, C'était pas mal de taf en parallèle, beaucoup de remises en question. J'ai vachement grandi. Je dis ça, mais j'avais déjà 40 ans, donc c'est assez drôle, mais ça m'a vraiment transformé. Et je me suis dit, bah ouais, non, là, il est temps en fait. Moi, grand, super-héros, Spider-Man, oncle Ben qui va dire, je sais que c'est pas trop ton univers, toi, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Bah, Mathieu, il est temps maintenant, quoi. Et c'est là que j'ai vraiment décidé de me lancer, que j'ai créé ma micro-entreprise, que j'ai eu mon numéro de sirène, et puis j'ai dit, bon, allez, c'est parti. Ok, donc si je comprends bien, ou alors, parce que je sais que parfois, je me sens absolument pas distrait ici, mais je sais que parfois j'aime bien reformuler parce que j'ai cette tendance à en fait divaguer dans ma tête et puis en fait je loupe les informations. Mais de ce que j'ai compris, c'est que c'est au final pour être plus performant dans ton taf, d'abord que tu as fait cette formation. On est bien d'accord? Ouais, c'est ça, exactement. Putain, yes, j'ai bien écouté. Donc c'est ça qui t'a fait faire cette formation, et ensuite c'est la formation qui t'a donné envie de faire une activité secondaire par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment parti en secondaire sur le départ. Je dis, bah, là, tu vois, ça Ok. revient. On reparlait des 3 piliers finalement, mais j'étais beaucoup sur le mouvement. C'était hyper important pour moi d'être capable de faire tout ce que je peux avec mon corps le plus longtemps possible. J'avais regardé les aspects nutrition, je voyais que j'attirais des personnes assez naturellement et je comprenais pas trop pourquoi, parce que je faisais pas spécialement d'efforts là-dessus. Et en fait, tout ce, tout ce côté mindset qui est venu se développer, qui est venu se contextualiser finalement, bah, j'ai pris conscience un petit peu de ce que j'étais capable de faire. Je me dis, ok, j'ai mon taf, mais finalement, ça fait déjà plein d'années que j'y suis. Je peux pas faire tout ce que je veux. Et ce serait presque égoïste de laisser ça que pour le taf. Donc il est temps, Mathieu, d'y aller un peu à côté, quoi. Ok. Et bon, je vois différentes directions, mais comment est-ce que ça s'est passé
l'évolution de ton offre, si on peut appeler ça comme ça, ou des services que tu proposes. Je suppose qu'au jour 1 et aujourd'hui, entre ce que tu as mis en place au début et ce que tu proposes aujourd'hui, ça a été quoi un peu les évolutions, les changements, je sais pas, les prises de conscience? Comment est-ce que ça a évolué, en tout cas, sur cet aspect-là? Mmh. Intéressant ta question. Ça tourne beaucoup et c'est assez régulier. La toute première fois, je suis parti sur de l'accompagnement, renouvelable au mois et un petit peu comme une quête. Là, je te disais tout à l'heure, le coach, c'est un peu l'expert de de l'accompagnement du client à trouver ses propres solutions dans son problème et je voyais ça vraiment comme un voyage, comme une quête, Le Seigneur des Anneaux, Gandalf, Star Wars avec Darth Vader, Obi-Wan et c'est finalement on matérialisait un objectif final d'accompagnement. Donc tu pouvais imaginer, j'aimais bien l'idée de matérialiser ça sur une carte, un peu comme dans un jeu de rôle et puis, bah, en fait, on essaie de définir différentes étapes, donc les objectifs intermédiaires et puis, bah, en fait, l'idée c'était: «OK, cet objectif-là sur un mois, on se met en action dessus, on y va et chaque mois, on se repose la question: "Est-ce que tu as toujours envie de continuer cette quête avec moi? Est-ce que ta quête est un peu différente?"» Parce que peut-être on a rencontré, Saruman ou un truc comme ça. Heu, «Est-ce qu'on continue ou pas? On rajuste» et c'était vraiment ça, mon ma première idée. Donc quelque chose parce que j'aime pas, il y a un truc que je voulais pas retrouver, c'était les 90 jours. Parce que, tout le monde te vend des accompagnements en 90 jours, les 90 jours pour te transformer, les 90 jours pour tout ça. Et moi, je suis convaincu que les vrais changements, même si on peut avoir des impacts, à très court terme, ils se font sur la durée, au rythme de la personne. Et donc je voulais pas imposer aux personnes de rester de rusher, en fait. Et je voulais pas non plus, me bloquer avec quelqu'un sur 1 an, 2 ans, 3 ans, si finalement elle avance plus et qu'on n'a plus envie de bosser ensemble. Donc mon idée de base, elle était vraiment là, du sur mesure, déjà en fonction des différents piliers que j'avais, donc mais les mêmes que ce que je disais tout à l'heure, de l'entraînement, de l'organisation, du mindset et heu et en fait, là, j'ai pris conscience d'un truc, c'est OK, c'était confortable pour moi à un moment, mais finalement pas si engageant que ça pour les clients. Parce que si tu dis: «Je peux arrêter quand je veux», quand ça devient un peu trop inconfortable et que tu commences vraiment à faire ton travail de coach, bah, ils s'en vont. En se disant en plus: «Bah, ouais, non, j'ai pas eu ce que je voulais». Donc parce que c'est vraiment ça, comme je disais, les changements pour moi, ils sont plutôt lents. Au début, tu vas découvrir un peu. Comme j'aime bien prendre le temps, tu vas voir un peu comment la personne fonctionne, quels sont ses automatismes, quelles sont ses croyances limitantes ou je sais plus comment est le terme, mais des croyances qui lui permettent d'aller en avant. Quels sont ses freins, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on aille casser, challenger? Et ça peut prendre un petit peu de temps en fonction des personnes et de la confiance commune. Et j'ai eu plusieurs fois, ouais, la personne qui commençait tu sentais que ça devenait difficile quand je commençais vraiment à faire du coaching. Donc ça, c'était vraiment les premières expériences, la première prise de conscience. Hem, Après j'ai fait un truc complètement différent. Vas-y, tu voulais, Ouais, c'est quand tu parlais tout à l'heure que au final, tu avais un peu l'impression que c'était, alors je sais pas quel mot est-ce que tu as utilisé, un peu comme un don, enfin tu sentais que tu étais quand même fait pour, aider, accompagner des gens. Est-ce que, cette part naturelle, est-ce que c'est surtout par rapport à ce que tu viens d'expliquer? Tu vois, d'avoir du coaching, vraiment impactant, casser les fausses croyances et cetera. Est-ce que c'est cette part-là qui, chez toi, est au final, ouais, un peu plus naturelle? Je sais pas si tu comprends ma question? non, je comprends pas ta question, je veux bien que tu la reformules, s'il te plaît. Ouais. Ah, parce que tout à l'heure, il me semble que c'est ce que tu as dit, que, au final, tu avais ce truc-là en toi et il fallait que tu l'exploites d'une manière ou d'une autre, on est d'accord là-dessus? Mmh mh. Et là, du coup, tu dis que, tu eu des coachings, voilà, où tu vas un petit peu plus dans la douleur, dans les choses qui sont inconfortables. Hem, Moi, je t'avoue que ce truc-là, c'est pas du tout un truc, après on fait quand même des choses qui sont différentes, mais je trouve que ce travail-là, en tant que coach,
moi, je l'imagine pas du tout simple à faire et je me dis, c'est pas forcément quelque chose qui. Enfin, ça doit s'apprendre, c'est sûr, mais il faut un peu une part de. C'est un peu inné, je suis fait pour ça. Est-ce que, est-ce que du coup, c'est un peu cette partie-là qui, chez toi, c'est en toi et tu sens que tu as ces capacités de un peu ouais, transformer les gens, entre guillemets, parce que c'est quand même un travail qui est super important, super intéressant. Tu vois, comme tu le dis, il y a certaines personnes qui arrivent face au changement et qui, en fait, c'est douloureux, et ils vont arrêter. Il y en a d'autres qui vont se dire, OK, je sais que c'est douloureux, let's go, on continue. Euh, Ouais. je te partage un peu ma pensée tout haut, mais est-ce que ça t'éclaire un peu plus sur la question? Ouais, je pense. En gros, tu me demandes si c'est cette partie-là qui était vraiment innée pour moi, la partie aller creuser pour révéler tout ça. Je Hmm. pense, ouais. Ce que j'ai appris dans ma formation de coach, c'est la posture. C'est très con ce qu'on va dire, mais en plus, comme je suis manager, quand on vient me trouver, qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient chercher des réponses. On vient chercher un phare qui donne la direction. Et donc, naturellement, comme j'ai beaucoup de savoir en plus sur plein de domaines, j'ai très envie d'aider les personnes à trouver leurs solutions. Et j'avais une frustration avant de commencer ma formation, c'est de dire, bah, là, tu es en train de faire des conneries en fait. Tu te plains que ça va pas, mais tu es en train de faire ça, ça va se répéter. Tu as juste à changer ça, ça va marcher. Et à tous les coups, les gens m'écoutaient pas et se pétaient la gueule. Et au bout d'un moment, peut-être qu'ils revenaient vers moi et posaient la question. Et c'est là où la démarche de coach, j'ai compris. Tu peux pas dire aux personnes qui sont pas prêtes à entendre. Et donc le travail d'une séance de coaching, déjà c'est une collaboration, c'est pour ça que ça peut prendre du temps. C'est qu'il faut qu'on se fasse vraiment suffisamment confiance pour que le client, le coaché, se sente assez libre d'être vraiment lui et d'exprimer ce qu'il ressent, d'accepter ses émotions, d'accepter ses silences, d'accepter d'aller creuser certains trucs. Et, euh, et j'ai perdu le fil de ma pensée, tu vois. Euh, et, Ouais, je te et, et- demandais ouais, si c'était un peu cette part-là ouais. qui était innée. Et c'est ça. Et en fait, cette posture te permet de laisser le temps, de laisser le silence et de pas apporter la réponse, parce qu'il faut laisser la petite graine, il faut que la personne l'arrose elle-même. Et c'est ça, Hmm, avec hmm, d'autres hmm. outils, mais finalement c'est ça que j'ai compris, et c'est ça où j'ai compris la posture qui permet vraiment d'accompagner, de révéler les personnes. Ce qui est difficile après, c'est quand tu rentres Ouais. dans cette posture-là, déjà elle est inconfortable pour les gens face à toi, et comme elle est toute nouvelle et que tu te dis, tiens c'est un peu comme, je vais rester dans les super-héros, t'as ton costume de Spider-Man, et tu veux pas le quitter en fait. T'es dans la vie de tous les jours, et puis en fait t'as tes super pouvoirs avec toi. Mais c'est hyper inconfortable avec les gens parce que tu leur poses des questions et t'écoutes vraiment la réponse. Juste un truc tout con, mais le salut, ça va. Combien de gens répondent juste ouais, ça va? Et d'un coup, on te dit salut, ça va. Ok, ça va comment aujourd'hui, Martin, vraiment? Et puis tu regardes et tu prends le temps de poser une question. Il y a plein de gens que ça met mal à l'aise. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais, en tout cas, moi, c'est toujours quelque chose que, bon, on en a déjà discuté plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose que j'ai remarqué chez toi. Et là, je te prends un exemple très personnel, mais quand, allez, je te prends il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand je me suis dit, OK, je me lance en ligne, j'avais vraiment cette tout petit niveau de conscience sur ce qui se cachait derrière développer un business en ligne, peu importe le domaine dans lequel tu es. Et s'il y a bien une chose qui m'a frappé, passionné, intrigué de ouf, et que j'utilise encore vachement aujourd'hui, c'est l'art de poser. Enfin, moi, c'est comme ça que c'est le terme que j'utilise, mais c'est vraiment maîtriser l'art de poser les bonnes questions, quoi. Et je considère encore mes skills pas bas, mais pas très haut non plus. C'est un domaine que j'adore et c'est un domaine que j'ai vraiment envie d'explorer, de pousser. Et je trouve ça mais tellement intéressant quand tu apprends ouais, à poser les bonnes questions. Tu parles de posture, d'attitude, c'est hyper important. Les silences. Et parfois, c'est savoir, en fonction de la réponse, c'est savoir reposer les bonnes questions pour avoir les vraies réponses. Parce que souvent, les gens, ils vont te dire
ils vont te dire quelque chose, mais en réalité, c'est un cache de la vraie réponse, tu vois. Et quand tu arrives à poser les bonnes questions pour que ce soit, tu vois, tu parlais de poser la graine, poser les bonnes questions pour que ce soit eux qui le formulent et qui réfléchissent et qui se disent putain, merde, en fait, ouais, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est un domaine ultra intéressant. Ouais, bah, tu l'as très bien dit, moi, c'est ce que j'adore et finalement, c'est ce qui me plaît dans le coaching, c'est quand tu es sur la séance, que tu es concentré avec la personne et là, je peux utiliser toute ma curiosité parce que je sais que je la mets à profit de la personne et effectivement, l'art du silence, l'art de fermer sa gueule, on peut le dire comme ça, attendre et se retenir pour répondre, c'est juste un truc de ouf. La question, c'est la ques je sais pas si tu l'utilises beaucoup, mais la question ouverte, c'est très puissant aussi. Mm. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas la différence, tu as les questions 2 types de questions, tu as les questions ouvertes et tu as les questions fermées. Donc une question fermée, c'est, où tu peux répondre que par oui ou par non, en fait, les choix sont ramenés. La question ouverte, bah, tu ouvres le discours et ça permet d'aller là-dessus. Donc c'était comme, «Salut Martin, comment vas-tu aujourd'hui?» Bah, c'est une question ouverte. «Tu vas bien Martin aujourd'hui?» C'est une question fermée. Mm. En tout cas, bon, je te prends encore une fois quelque chose qui me concerne personnellement parce que moi, j'avais pas du tout cette fibre de skill de question, si je peux Mmh. appeler ça comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai développé. Et c'est vrai que moi, il y a deux choses sur lesquelles j'ai vraiment dû avancer. C'était ça, c'est remplacer les questions fermées par les questions ouvertes. Et je trouve quelque chose aussi de très puissant, c'est demander la permission de poser certaines questions peut-être un peu plus, un peu plus intenses, profondes, peu importe. Ouais, ça c'est un truc, dans la déontologie du coach, tu es obligé de demander la permission. De toute façon, c'est Mm. hyper important parce que, ça prépare aussi la personne et on n'est pas là pour se faire plaisir en allant provoquer des prises de conscience. On n'est pas là pour se faire plaisir en faisant ressortir des émotions parce que je sais qu'il y a des coachs qui aiment beaucoup faire ça, faire pleurer, les clients, faire des trucs comme ça. On est là pour accompagner en confiance le client donc tu fais bien de le dire Martin, c'est hyper important de demander l'autorisation avant de faire quelque chose. En tout cas, je trouve ça vraiment dingue les, les réactions ou les réponses que tu peux avoir, la différence au niveau des réponses que tu peux avoir simplement en modifiant des petits trucs comme ça, une permission, une attitude, un silence. Euh, Enfin, moi, je trouve ça, encore une fois, je suis depuis plusieurs mois en plein dedans et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'y intéresse, je me dis, ok, j'ai compris ça et en fait, je comprends, enfin, c'est pas que je comprends rien, mais en fait, tu crois comprendre certaines choses, puis plus tu avances et plus tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de choses que tu sais pas. Et enfin, ouais, encore une fois, moi, c'est un domaine qui, au début, je me suis jamais dit que j'allais devoir m'intéresser à ça. Et puis au final, peu importe la casquette de coach que tu as, je trouve que c'est super important, quoi. Carrément, carrément. Ouais, là j'ai plus l'autre nom, mais là en gros tu souffres du symptôme de la montagne de l'ignorance, mais du bon côté. Ça te parle ça? Je crois que c'est l'effet de Dunning-Kruger, mais je suis pas certain. C'est celui qui fait que tu as plein Je, d'ignorants je qui racontent pense plein de conneries. voir le principe, mais On a un petit peu de latence. Ouais, donc la montagne hmm, de l'ignorance, c'est un petit peu ça. C'est au début, il y a un sujet, bah tu connais rien, donc quand tu commences à le découvrir, tu penses que tu le connais, et donc tu peux dire plein de conneries parce qu'en fait ton niveau d'expertise est très très bas. Et puis d'un coup, tu te rends compte que, bah, non, tu connais rien. Et là, tu commences vraiment à avoir un vrai niveau de connaissances et de compétences. Et bizarrement, tu es beaucoup plus humble. Donc, tu en parles beaucoup moins parce que tu dis, ouais, il me reste beaucoup à apprendre. Et tu continues d'apprendre, 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 jusqu'à hmm, un moment où tu seras vraiment maître là-dessus et éventuellement, tu arriveras à la nouvelle montagne qui te fera dire, wow, merde, en fait, j'ai rien compris. Donc, c'est pas pour dire que que t'es la première partie qui raconte que des conneries, hein, mais plutôt de se dire, oui, en fait, j'ai encore vachement de trucs à apprendre. J'ai progressé, mais j'ai encore des trucs à apprendre. hmm, hmm, hmm. Il y a beaucoup de, je sais pas si toi ça te l'a fait, parce que je pense que du coup
on a un parcours dans la transition, enfin dans l'entrée dans l'entrepreneuriat qui est vachement différent. Est-ce que toi, il y a des skills que tu as dû développer ou des choses auxquelles tu as dû t'intéresser que tu t'attendais pas à devoir faire quand tu as commencé? Tu vois, moi, Carrément. encore une fois, je te plante la graine très simple, mais moi, vraiment, je me suis dit, bah, je suis coach, je sais coacher des gens. Enfin, je pense que je me suis juste dit ça, en fait. Ok, let's go, on va en ligne, tu vois. Comment ça marche? Bon, bah voilà, moi, Instagram, je publie de temps en temps et les clients vont venir, quoi. Moi, je me suis dit clairement, c'était ça qui allait se passer, tu vois. Et quand je vois aujourd'hui le bilan après plus de 2 ans, je me dis putain, pourquoi on m'a pas dit que c'était absolument pas comme ça que ça se passait, quoi. Bah, je pense que tous les entrepreneurs font ça, sauf si tu vis dans un monde, dans une famille entrepreneuriale ou des choses comme ça. Moi, j'ai fait exactement la même chose. Ah, ça y est, je suis coach, je suis certifié. Bonjour, je peux vous accompagner. Bon, bah non. Alors, au bout de quelques mois, j'ai pris un accompagnement qui m'a coûté plusieurs milliers d'euros. D'ailleurs, c'est la première fois que j'investissais vraiment pour moi, sur moi. Et là, j'ai pris conscience d'un truc, c'est que j'étais entrepreneur. Et je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Mais donc, effectivement, en tant qu'entrepreneur, je suis le coach, mais donc le produit, si on peut dire ça comme ça, ou responsable du produit. Je suis responsable marketing, donc je dois m'occuper de la communication, d'attirer les clients. Je suis responsable commercial, je suis obligé de me charger des ventes. Je suis, comme on dit, customer care aussi, puisque je dois m'occuper de la satisfaction client. Je suis responsable de toute l'entreprise et moi, je pensais que j'avais juste à coacher et que les gens allaient venir et Mm. ça a été, je pense que c'est le plus gros apprentissage que j'ai fait de cette formation. Alors j'ai appris plein d'autres choses, hein, techniques, mais la révélation, c'est: «Eh non, mec, en fait, tu es un entrepreneur, tu es pas un coach. Tu es un entrepreneur qui propose des accompagnements, qui, entre autres, font du coaching» et donc j'ai dû, apprendre. C'est là où je pense qu'on a aussi un point commun par rapport à ça, donc l'art de la vente, le closing. Ce qu'on m'a enseigné, c'est que ça va ressembler beaucoup finalement à du coaching de décision. Donc c'est là où je pense que je suis plutôt pas mauvais par rapport à ça. Ça apprend à trouver des stratégies de communication. Je suis encore pas très bon là-dessus, on en parlait en off tout à l'heure. Attirer des prospects qualifiés pour leur vendre tes services, les bonnes personnes. Heu, ouais, toutes les parties en fait. La partie management, j'en ai pas besoin pour l'instant, mais celle-là, je la connais déjà, donc ça, c'est pas un souci. Et puis le côté, on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure, qui est un peu contre-intuitif pour moi, c'est je suis convaincu qu'il faut essayer plein de choses pour avancer, mais j'ai tendance à être perfectionniste, donc même si je sais ça, que je suis plutôt doué pour faire ça dans mon travail, dans mes entraînements, mais dans mon projet hyper important qui est de développer une activité d'accompagnement, j'ai beaucoup de mal à me lancer là-dessus, à me dire: «Tiens, je vais essayer, je vais dire une connerie, je vais monter une petite formation à 100 balles, 200 balles» et puis, en fait, j'essaye pas parce que je me dis: «Et si ça marche pas? Et si finalement on me met dans cette case-là et je pourrais plus avancer?» Donc je suis un peu sclérosé par cette partie-là et je rencontre la solitude de l'entrepreneur, en fait. Bah putain, faut que je structure mes idées parce que j'ai tellement envie de rebondir sur plein de trucs depuis que tu parles. Euh, ouais, c'est vrai que moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est ouais, au final, c'est vrai qu'on est super seul au final. Moi, il y a un truc la première année où enfin bref, il y a pas très longtemps, il y a un moment donné où j'ai un peu pété les plombs et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, je dormais dans mon appart, je bossais dans mon appart, parfois je m'entraînais dans mon appart et à un moment donné, je me suis dit, putain, mais en fait, ouais, faut voir du monde, faut faire autre chose. Donc il y a eu ce truc-là. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est en mode, comme tu l'as dit juste avant, tu vois, t'as la vente, t'as attiré les clients, t'as géré les clients, t'as coaché, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et moi, j'ai l'impression, plus j'avance et plus je me dis, mais en fait, ouais, entrepreneur, c'est t'as 1000 tâches et que tu peux pas négliger. Genre, t'es obligé de gérer en plus ces 1000 tâches-là avant de éventuellement déléguer pour que ce soit correctement fait. Et il y a un côté de, en fait, bah, je trouve ça dur de gérer plein de trucs et de, au final, monter tes skills dans toutes les tâches que tu dois gérer. Donc c'est hyper dur, ça prend du temps, mais à la fois il y a un côté kiffant. Donc c'est un peu comme les équis où au final tu sais que tu t'engages dans un truc super long, super éprouvant, mais t'arrêtes pas parce que tu dis putain, bah en fait j'ai déjà fait tout ça, donc maintenant je continue. Donc je perds un petit peu le fil de ma pensée, mais mais il y a ce côté à la fois
il y a tellement de trucs à gérer, c'est cool, mais c'est dur et il y a plein de fois, j'ai pas eu envie d'abandonner, mais il y a plein de fois, je dis putain, vas-y, fais chier quoi. Prendre du temps pour apprendre ça alors que j'ai pas le temps quoi. Et quand ça se passe, tu fais quoi là? Pardon? Quand tu ressens ça là, tu fais quoi en général? Bah, je me dis de toute façon que j'ai pas le choix, donc OK. j'essaye de me dégager du temps dans un emploi du temps où il y a pas de où il y a pas de place. Non, de toute façon, je suis obligé. Au début, c'est vrai que je pense que je passe un peu, certains paliers, au début, c'était en mode, bon, bah, ça, j'arrive pas, donc je le délègue. Sauf que on en parlait encore une fois en off, et c'est là, j'étais en plein dedans il y a quelques mois. C'est en mode: «OK, tu veux le déléguer, mais si ça se passe mal, est-ce que tu vas savoir pourquoi? Est-ce que le mec, s'il te raconte un truc, est-ce que tu vas savoir s'il est réglo ou pas réglo?» Donc déléguer, oui, mais avant de déléguer, bah, tu dois savoir gérer, exactement la tâche que tu délègues parce qu'il faut que tu comprennes, quoi. Donc encore une fois, pour moi, t'as pas le choix, quoi. Si tu veux vraiment construire un vrai truc, tu es obligé de gérer, toutes tes tâches, de savoir exactement quoi faire. Et j'ai l'impression que, encore une fois, c'est quoi? Montagne de l'ignorance? C'est ça que tu as dit Ouais, c'est juste ça. avant? Je crois que c'est Ouais. Dunning-Kruger, je crois l'effet, mais ouais, c'est ça, la montagne de l'ignorance. Enfin bref, bah, j'ai l'impression au final dans ton job d'entrepreneur, c'est ça, quoi. Au début, c'est OK, je suis coach, bon, bah, je sais coacher, donc je sais construire un business en ligne. Et en fait, même encore aujourd'hui, bon, ça va mieux, mais je me dis: «Putain, il y a tellement de trucs, en fait», et tout est important, quoi. Ouais, c'est clair, c'est chaud. Hem, Vas-y. Je suis tom je viens de je viens de comprendre un petit peu ce processus et la question, que je voulais te poser juste après. Toi, imaginons, enfin, comment est-ce que je vais te poser ça? Dans toutes les tâches que tu dois faire aujourd'hui pour avoir quelque chose de solide et quelque chose qui tient la route, hem, quelles sont, en fonction de tes forces, de tes faiblesses, quelles sont les tâches que tu aimerais garder pour toi? Quelles sont les tâches que tu aimerais déléguer? Encore une fois, si tu étais à l'avancée de ton business que tu voulais, que tu pouvais vraiment choisir l'entièreté de, parce que je pense que à partir d'un moment donné, le bon truc à faire, après ça dépend ce que tu vises, mais c'est, OK, où est-ce que je suis bon, je garde ces trucs-là, où est-ce que je suis moins bon, j'enlève ou en tout cas je délègue ces parties-là. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu garderais et qu'est-ce que tu enlèverais? C'est une excellente question. Là, tu me projettes sur un niveau, que je suis encore loin de franchir. Même si je me pose ces questions, tu vois, de débutant, heu, ce qui est compliqué pour moi aujourd'hui, c'est vraiment l'acquisition client. L'acquisition de prospects plutôt que l'acquisition client. C'est quelque chose que je trouve, hyper complexe. Mon talent à moi, il est d'être présent pour mes clients. Je l'ai pas dit, mais moi, je travaille beaucoup sur mesure. J'ai une palette d'outils énorme, mais j'aime bien être présent pour un client et trouver ce qu'il lui faut sur le moment. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de lâcher. Par contre, la manière d'attirer les personnes et peut-être limiter un peu mes publications, ouais, si carrément, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien déléguer et j'ai toujours pas vraiment compris. Je publie 4 à 5 fois par semaine, je m'éclate dans mes publications, mais je suis incapable de me faire un calendrier de contenu structuré. D'ailleurs, bah, là, je suis sur un accompagnement, long de 7 mois. On en reparlait avec ma mentor ce matin. Elle comprend pas pourquoi j'y arrive pas. Moi non plus, mais réussir à construire un puzzle qui permet d'attirer les personnes jusqu'à échanger avec moi pour voir si je les accompagne ou pas, ça c'est encore une énigme pour moi. Donc ça, c'est une partie qui m'amuse même pas trop. Heu, Peut-être la partie un peu suivie derrière, mais la partie, ouais, que je virerais dans un premier temps, ce serait vraiment ça. Pas la partie, si j'utilise le vocabulaire, setting et closing, parce que comme je fais de la relation avec le coaching, j'ai envie de savoir tout de suite si entre personnes on match. Donc ça, dès l'appel, je veux pas lancer quelque chose qui est perdu. Je veux ressentir je sais pas si tu le vois toi dans tes appels, mais ressentir la motivation de la personne, voir si l'objectif l'anime vraiment et si on peut y aller ou s'il va abandonner au bout de 3 jours et qu'en fait, je suis pas la bonne personne pour lui. Ça, c'est hyper important pour moi et heu et le côté finalement, jouer face cam, j'aime beaucoup aussi, et je pense que je suis pas trop mauvais non plus, donc c'est quelque chose que j'aimerais garder aussi. Et toi? OK. Quand tu dis Ouais. jouer face cam, c'est tourner tes vidéos? Ouais, apparaître un petit peu, passer des messages,
très, très longtemps, enfin, en fait, c'est assez paradoxal. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur LinkedIn, est-ce que je suis plutôt un homme de l'ombre ou un homme de la lumière? Et, euh, et en fait, j'ai envie de dire les deux. Si je reste dans mon univers des super-héros, tu vois, Bruce Wayne et Batman, bah, il y a un petit peu ça. Il y a des moments où je dois être dans l'ombre pour justement permettre à mes clients de s'épanouir, de briller, etc. Et il y a des moments en fait où j'ai envie et j'ai besoin d'être au devant de la scène, d'être sous les feux des projecteurs pour aussi inspirer les personnes, leur montrer que c'est possible et passer à l'action. Et j'ai beaucoup de mal à choisir. Peut-être que des fois j'ai envie d'aller un peu trop sous la lumière et que c'est pas pertinent, mais j'aime bien ce côté être le porteur d'un message. Hmm. Ok, ouais, je vois. En tout cas, je te vois bien à l'aise sur tes posts à la caméra, donc c'est vrai que je te vois bien, d'un œil extérieur en tout cas, je te vois bien garder cette partie-là. Et ouais, moi je trouve encore une fois, pour reprendre les termes, je pense qu'en closing, il y a moyen que tu sois très très impactant sur une durée limitée. Puis avec tes clients aussi, je suis sûr que tu fais de l'excellent taf, mais c'est vrai que je trouve que c'est une de tes qualités. Ouais. Merci, merci. Un autre truc qui me fait chier, mais bon, ça c'est obligé, c'est le côté pricing, la tarification, tout ça. Définir, packager, le chemin utilisateur, tout ça. Comme je fais vraiment que du sur-mesure, et que en tant qu'entrepreneur dans les formations, tout ça, on nous rabâche qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Ça, c'est un truc que si je pouvais le déléguer, ce serait pas mal aussi. Et toi? Alors moi, c'est vrai que c'est une bonne question aussi parce que je pense, si tu m'avais posé la question il y a 6 mois, tu me la poses aujourd'hui et tu me la poses dans 6 mois, je pense que les réponses seront différentes. Mmh. Pour te répondre, aujourd'hui, aujourd'hui, ce que je préfère le plus, c'est justement toute la partie vente, parce que c'est là où je pars je pourrais dire très loin, mais presque. Franchement, j'avais vraiment, enfin, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et j'aime bien, en fait, progresser dans des tâches où je vois que j'ai de la marge de progression. Mmh. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis ça relie un petit peu ce qu'on disait plus tôt, donc l'art de poser les questions, etc. Donc ça, j'aime beaucoup actuellement. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de déléguer cette partie-là. La partie gestion de clients, même si à la base j'ai commencé mon business pour ça. Aujourd'hui, le fait de faire que du en ligne, j'aime bien, mais je commence à trouver ça un petit peu redondant, même si la relation client, j'adore quand même, tu vois, quand les gars se transforment physiquement ou atteignent certains de leurs objectifs, je trouve ça vraiment, vraiment kiffant. Pouvoir gérer la communauté, je trouve ça vraiment cool. Donc en vrai, j'aime bien beaucoup de tâches. Euh, c'est une question très dure à répondre en fait. Parce que même par exemple, être sous les feux des projecteurs, créer du contenu, etc., je vais être moins à l'aise avec ça, mais c'est comme pour la vente, vu que j'ai envie de progresser, c'est quelque chose que j'aime quand même faire, mais je vais être moins à l'aise, tu vois, j'aime moins être quand même mis en lumière. Donc aujourd'hui, j'aurais vraiment du mal à répondre à cette question-là. Je pense que je ferais plus en mode qu'est-ce qui est le plus logique à faire dans la situation, en mode ok, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis au stade business, si je veux monter et déléguer une partie, qu'est-ce qui est le mieux à déléguer? Je pense que je ferais plutôt comme ça. Mais je pense que là où je suis le mieux, c'est peut-être la relation avec les clients, même si c'est là où il y a le moins de focus en ce moment, parce que du coup c'est là où je suis meilleur et du coup je mets moins d'attention là-dessus, quoi. C'est une stratégie super intelligente aussi. T'as adopté Ouais. l'art d'entreprendre, ça y est. Pardon? T'as adopté l'art d'entreprendre, t'as la bonne posture. Ouais. Je sais pas trop. Après, c'est ce que je te disais en off. Je pense que le dilemme que j'ai aujourd'hui, c'est ne pas oublier pourquoi est-ce que j'ai commencé ça. Parce que là, j'ai l'impression que c'est ok, surtout maintenant avec tout ce qu'on voit. On parlait des publicités, on parlait des gens qui réussissent super bien, etc. J'ai pas envie de me lancer dans un truc, dans un engrenage où au final, je me retrouve à en fait avoir le taf de je gère juste des problèmes toute la journée. Je pense que je suis Mhm. pas fait pour ça. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Peut-être que j'écouterai ça dans 5 ans, ce sera le taf que je serai en train de faire. Mais
aujourd'hui, je trouve que c'est dur de pas être attiré par toujours plus. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas que j'oublie pourquoi est-ce que j'ai fait ça et de garder ça en tête en tout cas. Ouais, c'est important, garder la tête sur les épaules. Mmh, mmh mh. Putain, j'ai l'impression qu'on a complètement ouais, c'est super cool d'échanger, mais j'ai perdu le fil un petit peu de l'événement parce que là, on a pas mal divagué. Moi, ce qui m'intéresse surtout, enfin le fil conducteur que je voulais garder en tête, voilà, c'est ton évolution. Donc là, tu nous as expliqué que enfin, on est déjà arrivé à un point relativement avancé. Comment ça s'est passé du coup je sais pas, là aujourd'hui, ça avance au niveau de ton boulot salarié. Je sais pas si tu veux peut-être nous en parler un petit peu. Comment est-ce que ça a évolué entre en fait, ça y est, j'ai mon numéro ciré et aujourd'hui, c'est quoi un peu l'évolution de ton côté? Ok. Et c'est vrai que j'avais perdu aussi où est-ce qu'on en était. On était parti sur mes premières prises de conscience dans l'entrepreneuriat. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie, c'est un scoop, donc vous avez de la chance. Euh, j'ai envie vraiment de Truc à laisser beaucoup de plus chance à tard. mon projet. Donc là, j'envisage sérieusement de quitter le salariat. Donc c'est hyper inconfortable pour moi, comme je disais tout à l'heure, où je viens d'un monde, d'une famille où on a toujours été salarié. Moi, ça fait très longtemps que je suis devenu manager, donc révéler les talents de l'entreprise au service d'une entreprise. Donc là, je suis encore en train de monter d'un niveau pour dire comment je génère du cash pour sécuriser ma famille et ramener un revenu régulier. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai pas de revenus sur cette activité, je me mettais pas la pression parce que pour l'instant, je suis reparti sur une formation. Donc là, j'ai vraiment, tu vois, ouais, ça va faire 11 ans que je suis dans la même boîte où j'ai eu plein de missions passionnantes. Je kiffe mon équipe. J'ai des super amis là-bas. On s'entraîne ensemble le midi parce on a des super agrès et j'ai la fierté là, tu vois, tous ceux qui voulaient apprendre le muscle up, ils savent tous faire le muscle up et un muscle up plutôt clean. Alors qu'il y en a qui savaient pas faire des tractions ou des pompes il y a quelques mois, donc tu vois, ça c'est une de mes fiertés aussi. Euh, mais là, bah, si je veux y arriver, c'est le moment en fait. Donc bah, je me prépare à quitter mon job. Donc là, je suis en train de discuter un petit peu des conditions de départ, voir un peu comment ça se passe, mais l'objectif là, c'est de me vivre à 100% de mon activité. Une grosse étape là du coup. Ouais, très 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 stressante, très insécurisante, où toi et Mmh. moi, on l'a dit tout à l'heure, il y a un besoin de sécurité quand même. Donc voilà, là, ces derniers temps, je dormais pas très bien, mais c'est normal. Et donc là, ça y est, en plus, tu vois, je l'annonce publiquement, donc Mmh. je vais quitter mon job pour se consacrer à l'entrepreneuriat. Et est-ce que du coup, tu es OK à partager un petit peu, les éléments qui ont pesé dans la balance pour justement, arriver à cette situation? Ou pour le moment, c'est peut-être encore, soit trop personnel, soit trop flou, soit tu me dis: «Écoute, on n'aborde pas ce sujet-là et on skip à autre chose»? Je vais pas te dire tout comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, parce qu'il y a des choses que je veux garder un peu pour moi. Par contre, est-ce que tu penses que ça peut servir un petit peu à des personnes qui vont nous écouter? J'en sais rien, je t'avoue que moi en fait, quand j'ai un échange comme ça, j'ai même tendance à oublier qu'en fait, ça va être publié et cetera. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est encore une fois, comme je te dis, c'est Mathieu Mancel, évolution de, Ouais. petit taekwondo, ça y est, manager, coach, entrepreneur. Donc peut-être des infos qui peuvent, enfin, je sais pas en fait. C'est vrai que OK. peut-être la question est peut-être pas 100% pertinente, Je mais sais pas, c'est je te plus en pose des fait, questions. Ouais. ouais, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus évolution de. Enfin, là, je vois un peu en mode salarié, entrepreneur. T'as un peu les deux. Qu'est-ce qui aujourd'hui te fait pencher pour ok, là, j'en ai marre et j'ai envie de faire 100% ça, quoi. Il y a plusieurs facteurs, ouais. Bah, déjà, j'ai dit tout à l'heure, j'ai 42 ans. Donc, si je veux me lancer, c'est déjà un petit peu tard quand tu regardes tous les entrepreneurs, ils ont tous commencé très jeunes ou tu es déjà beaucoup plus jeune que moi et donc je me dis: «Il est temps» parce que c'est l'occasion d'essayer, d'expérimenter, quitte à revenir dans le salariat plus tard. Heu, Plus de 10 ans de boîte,
c'est la première fois que je suis aussi longtemps dans une boîte, même si je suis quelqu'un qui est très fidèle, de manière générale. C'est une boîte qui marche bien. J'ai essayé plein de trucs, mais là, ça commence à un peu trop tourner en rond. Je fais aussi beaucoup de politique depuis quelques mois et j'aime pas ça. Et il y a d'autres choses là sur, des directions que j'imagine avec lesquelles je suis pas aligné et donc bah, en fait, au bout d'un moment, faut se dire, bah, si j'étais pas entrepreneur, il est fort possible que j'ai remis mon CV en ligne et que j'ai postulé à quelques jobs. Je dis: «Bah, là, en fait, aujourd'hui, je sais même pas si je devais envoyer mon CV à quelqu'un pour dire: "Écoute, embauche-moi", je saurais même pas quel job aller chercher». Donc Mmh. bah, c'est qu'il est temps de développer l'activité. Mmh mh. Et du coup, par rapport à cette activité, situation idéale dans 1 an, le 10 sur 10, ça ressemble à quoi? Mon quotidien? Alors, c'est super, super question. Je pense qu'on peut faire les 2 en mode, ton quotidien, c'est quoi? Parce que enfin, personnellement, c'est quelque chose de super important en mode, OK, ce que c'est le business ou en tout cas l'état, l'état actuel et mon quotidien, il ressemble à quoi? Je pense les Ouais, 2 sont bien. OK. Donc je te laisse aller sur celle que tu préfères, en Allez, je vais premier. essayer la partie business. C'est une excellente question. C'est un exercice que j'ai beaucoup de mal à faire. Heu, Ça marche bien. On va dire Par comme contre, ça, je ouais, veux pas vas-y. de limite ici, hein. Quand je dis parce que justement, je pense que le fait d'avoir du mal, je pense à encore une fois, peut-être que tu vas pas être d'accord avec ça, mais est-ce que le fait d'avoir du mal avec ça, c'est parce que tu te dis: «OK, le 10 sur 10, mais il faut que ça reste quand même plausible»? Heu, Moi, je veux en mode, tu casses toutes les barrières en mode, le vrai 10 sur 10, qu'est-ce qui se passe, quoi? Fais-toi kiffer dans ton imagination. Le vrai 10 sur 10, ouais, je pense, parce que je sais pas si j'ai une dizaine de clients, en simultané, parce que j'ai envie de travailler avec des petits groupes, comme je disais, sur le côté individualisé et en fait, on kiffe au quotidien sur, les différents objectifs. Donc on bosse sur du mouvement, sur de la remise en forme, on bosse sur du mindset pour être épanoui au quotidien, pour s'éclater, pour performer dans son business et on regarde pour, libérer du temps dans ce putain d'agenda qui est toujours blindé et qui a toujours tendance à y aller. Heu, je transmets vraiment, mes techniques simples, parce que moi je suis convaincu, je parlais du principe KISS tout à l'heure, que c'est les choses simples et en épurant les choses qu'on arrive vraiment à faire des belles choses. D'ailleurs, c'est une des beautés de la calisthénie, on n'a pas besoin de beaucoup de matos pour s'entraîner. Donc le business, c'est ça, j'accompagne une dizaine de personnes. Les personnes viennent à moi, j'ai pas besoin d'aller les chercher. On est aligné là-dessus. J'ai j'ai même, organisé je sais pas comment appeler ça, mais le terme qu'ils aiment bien, c'est une retraite. Un truc sur 2 jours avec, quelques personnes qui sont motivées, intéressées mais on en avait parlé quand je t'avais invité, sur Optimum Life, mais Mmh. c'est toujours un projet, que j'aimerais bien où on passe 2 jours à manger ensemble, à s'entraîner ensemble, à se partager des trucs de mindset. Je fais intervenir des gens, hyper inspirants, et des spécialistes. Martin, par exemple, pour, heu, pour vraiment kiffer, profiter, mais un truc où parce que je suis quelqu'un qui a besoin de contact humain avec les personnes. Donc là, un moment où on kiffe et on peut partager vraiment des trucs. Heu, D'ailleurs, peut-être que même à pas à 1 an, mais à 5 ou 10 ans, c'est plus un business en ligne que j'ai, mais c'est un business physique, orienté autour de ça. Mmh. Mmh mh. Mais avec très peu de personnes. Moi, je suis aussi un grand timide, ce qui est peut-être paradoxal avec le fait qu'on disait que j'aime bien être sous la lumière, mais j'aime bien les relations intenses sur lesquelles je peux vraiment m'exprimer et avoir de l'impact. Donc j'ai pas envie d'avoir 100 clients en parallèle. Heu, voilà par rapport à ça et mon quotidien, bah, en fait, je me lève le matin avec le sourire, je profite un petit peu des enfants et puis, là, ce que je fais quand je suis à la maison, je pars faire ma petite marche quotidienne, histoire de m'aérer la tête et me faire du bien et heu et puis, bah, j'ai mes premiers rendez-vous avec les clients et puis on bosse et puis, bah, je crée un peu mon contenu parce que c'est ce que je kiffe. Bonne petite vidéo YouTube et puis je m'entraîne parce que, je parlais du mouvement, on en a très peu parlé mais
Le mouvement est hyper important, donc je prends du temps pour moi pour bosser un peu mes skills ou pour me renforcer un petit peu. Euh, et je pense que je prends un petit peu de temps enfin pour recommencer à me former. Des aspects que je trouve hyper intéressants mais hyper chiants, c'est la partie nutrition, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans tous les sens. Et on en avait parlé aussi, et j'aimerais bien revenir un peu là-dessus. Mais il y a, pour moi, il y a trop de business autour de ça pour l'instant, et donc c'est beaucoup de bruit, et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais je viens rechercher, recompléter en fait ce qui manque dans ma palette. Voilà, puis je prends un peu de temps pour jouer aussi, parce que en ce moment, je rejoue un peu sur ma vieille PS4, et je trouve que c'est cool. Ok. Tu joues à? Là, je joue à Assassin's Creed Odyssey. Je sais pas si tu vois. Bah, je vois. Alors, Assassin's Creed, j'ai jamais joué, donc je vois pas la version. Après, oui, je vois très bien le jeu. Ouais. Et puis en plus, là, l'univers est juste. Enfin, c'est du hasard, mais l'univers est juste cool, quoi, parce que bah, c'est le côté. Les Spartiates, les dieux grecs, tout ça. Donc, moi, c'est un univers qui m'a toujours beaucoup plu. Donc là, c'est plutôt sympa, quoi. Tu vois un peu les Mm. héros de la mythologie, puis je pense que ça fait un peu partie de mon univers aussi, même si je l'expose un peu moins. Mais ouais, Hercule, tout ça, ça m'a beaucoup marqué, quoi. Ouais, c'est vrai que si tu l'as dit plus tôt, toi, tout ton univers, moi, j'ai aucune référence parce que moi, j'ai jamais trop regardé film et puis les super-héros, c'est pas forcément un truc qui me parle. Mais c'est vrai que je vois à chaque fois, toi, tu balances des références qui sont en adéquation avec ce que tu es en train d'expliquer. Et j'ai jamais les rêves, quoi. Bon, après, je vois, tu vois, tu parles de Batman, Spider-Man, je vois le personnage, mais alors, j'ai rien derrière, quoi, mis à part le, ouais, l'apparence du personnage, quoi. Mais tu vois, c'est hyper intéressant, ça. Des fois, il y a des gens qui me prennent pour un fanboy. Et en fait, par exemple, Batman ou Spider-Man, j'ai lu des comics et tout, hein, mais pour moi, c'est ce que représente le personnage qui est important. Et ce qu'il représente dans Mm. mon univers, au moment de ma construction. J'en ai rien à foutre des 80 000 séries qu'il y a sur Batman. Je connais pas toutes les références qu'il y a sur Dragon Ball, même si je suis un grand fan de Dragon Ball. Je suis pas un fanboy, mais c'est des trucs qui sont rentrés dans mon univers, dans ma mythologie. Et c'est des morceaux de moi. Je suis plus dans cet univers-là que dans le monde réel, en fait. Mm. Tu t'as dit juste avant, là, tu parlais de la nutrition et que tu aimerais bien ajouter cet aspect-là à ta palette de skills. Si aujourd'hui, tu avais finances illimitées pour des accompagnements, des coachings, des retraites, peu importe, aujourd'hui, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'intéresse? Sur la partie nutrition? Bah non, ou Ah, bah après, global. là, je t'ouvre une porte justement pour avoir peut-être un peu plus d'infos que la partie nutrition. Après, si tu veux nous parler de la partie nutrition, avec plaisir, mais vraiment, je te prends tout et n'importe quoi, tu vois. Bah, partie nutrition, j'en prendrais quand même, comme je le disais. j- Il y a plein de trucs. Moi, j'aimerais bien être un peu plus, comment dire, un peu plus pointu sur tout ce qui est nutrition végétarienne. Revoir un petit peu les micronutriments aussi. J'aime pas le côté rigide de compter les calories, et donc je suis pas hyper sec, mais je développe des TCA si je commence à peser, donc c'est une très mauvaise idée, mais j'aimerais bien être capable de te. euh, Ouais, si, une de mes contraintes sur la nutrition, ça a toujours été hyper compliqué, donc je suis difficile même si je le suis moins. Et donc je suis papa de deux enfants. Je mange pas de poisson. Les enfants bah, mangent pas forcément les mêmes légumes que moi, et ma femme est intolérante au gluten. Réussir à avoir une alimentation à la semaine qui est relativement équilibrée, saine, qui fait plaisir à tout le monde et qui est pas et qui a du goût, c'est un sacré challenge. Donc ça, j'aimerais bien réussir à le faire sans avoir à faire du batch, sans avoir à suivre tous les trucs ou me dire j'ai besoin de faire un cheat meal. Tu vois, j'ai envie d'avoir un truc sain, simple, qui me fait plaisir. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien creuser cette partie-là. Euh, J'aimerais bien retravailler. Moi, depuis qu'on se connaît, j'ai été emmerdé par un lumbago et j'en ai des séquelles. Et donc toute cette partie, grâce à toi, j'ai découvert la notion de mobilité thoracique. Et c'est bien, c'est quand je revois mon kiné comme ça, on arrive à se comprendre encore mieux. Euh, J'aimerais bien continuer d'explorer ces parties-là, mieux les comprendre et me débarrasser en fait de mes petits bobos qui me restent et qui me freinent sur tout ce que. On avait pas mal travaillé la souplesse et j'avais vachement progressé avec toi, Martin.
Et il y a des trucs que j'ose même plus aller faire parce que je sens que j'ai encore des gènes des raideurs et donc je veux m'en débarrasser avant d'y aller. Et donc, bah, comme j'ai envie d'être le plus polyvalent possible, j'ai envie d'apprendre à continuer de développer ma souplesse, apprendre. Sans doute que j'irai chercher un accompagnement poussé sur du handstand aussi parce que c'est un mouvement que je trouve tellement kiffant. Euh, et puis sans doute continuer de me faire accompagner sur le business parce que c'est quelque chose, je pense, et c'est pas pour faire de la pub pour mes accompagnements ou quoi que ce soit, que c'est hyper important en tant qu'entrepreneur de pas rester seul et d'avoir quelqu'un qui finalement est, alors si c'est un coach ou si c'est un ami, c'est très bien, mais quelqu'un qui est suffisamment dépassionné de la discussion, qui a suffisamment de recul pour te faire prendre de la hauteur et t'aider à avancer. Donc ça, Mhm. je pense que j'aurai aussi du budget là-dessus. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Le fait de se faire accompagner. C'est vrai qu'au début, moi j'ai l'impression que j'ai passé différents stades de. Tu sais, au début, c'était bon, putain, tout est cher, donc vas-y, je prends une formation. Voilà, un truc, formation entre guillemets bas de gamme. Et puis ensuite, ouais, ça a été un peu, encore une fois, je te prends mon cas perso, ça a été un peu vraiment la suite logique de à chaque fois, bon, bah, une formation, un premier accompagnement, un deuxième, un troisième. Hein. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, putain, mais qui aujourd'hui, bon après je te prends juste la sphère business en ligne, mais qui aujourd'hui ne veut pas se former. Après, encore une fois, je réfléchis avant de parler parce qu'il y a des gens qui en fait ne vont pas se former et vont très très bien réussir. J'ai certaines personnes en tête, donc en tout cas personnellement, je trouve que ça a été juste incroyable en fait ouais, de se former quoi, tout simplement. Et puis après, tu dis, enfin, les personnes que tu as en tête, je connais pas leur passé, mais elles se forment peut-être aussi de leur côté. Tu vois, quand tu lis des livres, quand tu regardes des vidéos, que tu écoutes des podcasts, c'est une sorte de formation aussi. Oui, après, je pense qu'on se forme tous de cette manière-là du coup. Ouais. Bon, ça dépend, il y a des personnes qui sont plutôt butées et qui se forment pas du tout, quoi. Hmm. Non, non, j'ai des exemples en tête en fait de nanas qui arrivent à monter en fait des business avec simplement peut-être une personnalité très clivante sur les réseaux, une très bonne image et avec simplement voici ma formation, achetez-la, qui arrive en fait à faire des super chiffres. Ok. Donc encore une fois, enfin, moi je suis pas du tout là pour parler de business ou quoi que ce soit parce que je suis pas encore assez légitime pour parler de ça. Il y a plein de choses que je connais pas. Mais en tout cas, il y a des gens qui arrivent sans se former, quoi. Simplement avec de l'organique, avec beaucoup de personnes qui suivent sur les réseaux. Et puis au final, la masse fait que bah, tu arrives quand même à vendre certaines choses. Mhm. Euh, mais bon, encore une fois, on va pas trop aller sur ce terrain-là parce que de toute façon, c'était pas le but aujourd'hui et je considère que j'ai pas assez de connaissances pour en parler. Euh, J'avais une super question pour toi que j'ai zappée. Hum, 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 hum. J'arrive pas à la retrouver. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un domaine qu'on n'a absolument pas abordé, alors que c'est quand même quelque chose qui nous relie beaucoup. C'est tout l'aspect sport calisthénie. Ouais. Je sais pas si ça t'intéresse qu'on parle de ça déjà. Oh bah si, carrément, ouais. Ouais. Putain, ça fait chier parce que je suis toujours dans l'attente de ma question. Ça va peut-être me revenir. Elle te reviendra plus tard, va. Ça va peut-être me revenir. Si on switch du coup sur la calisthénie. Aujourd'hui, bon, ce calisthénie entraînement. Aujourd'hui, si tu devais un peu expliquer, c'est quoi toi ta vision c'est quoi ta vision de l'entraînement? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce que tu as comme objectif court terme, long terme? Explique-nous un petit peu. Ok. Euh, Ma vision de l'entraînement, elle est assez simple. En ce moment, j'appelle ça l'entraînement fonctionnel minimaliste, parce que j'utilise la calisthénie, mais j'utilise pas que ça. Je disais tout à l'heure, je pense que la beauté, c'est des choses simples. Donc, et notre temps est précieux. C'est cool et j'adore bouger, j'adore m'entraîner, mais qui a le luxe de se taper 2 heures d'entraînement par jour? Bah, pas moi, malheureusement. Peut-être dans un an, quand j'aurai mon 10 sur 10 en business, Martin. Mais, et donc, moi, ce que je vise, le truc principal, c'est garder un corps polyvalent, fonctionnel, le plus longtemps possible.
Donc un corps athlétique qui me permet de courir, de porter des choses, de grimper, de me relever si je tombe. Pouvoir jouer avec mes petits-enfants, pouvoir partir en vacances quand je serai vieux, pouvoir faire mes courses, rester, le plus en forme possible toute ma vie. Souffrir le moins possible et être capable d'aider les autres le plus possible. Donc ça, c'est mon truc principal. Donc je veux être le plus polyvalent possible. Ça veut dire que je veux avoir un peu de cardio, je veux avoir suffisamment de force, je veux pouvoir faire ce que je veux avec mon corps, donc je veux pouvoir grimper des choses comme ça. C'est pour ça que j'avais bien aimé la course d'obstacles. C'est pour ça que j'aime bien la calisthénie. Et puis je viens des arts martiaux aussi, donc on fait beaucoup de pompes, des machins comme ça, donc c'est le truc par défaut, quoi. Et j'aime bien le côté repousser un peu mes limites. C'est pour ça que la calisthénie me plaît bien aussi, apprendre des mouvements, apprendre des choses comme ça. Mes outils préférés, donc si on oublie la calisthénie, ça va être aussi le kettlebell. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le boulet de canon avec la poignée, mais je pense que tous les gens qui verront cette vidéo connaîtront, parce que c'est un outil hyper à la mode et pas forcément bien utilisé parce qu'assimilé à une haltère. Mais voilà, donc par rapport à mes outils préférés, c'est ça, puis les bandes élastiques, parce que soit tu te délaisses, soit tu peux rajouter un peu de complexité, soit tu peux t'entraîner avec juste ça si tu es en déplacement. Voilà, et en termes d'outils, j'aime beaucoup les MOM, tu le sais, en termes de planification. Donc les MOM, c'est pour Every Minute on the Minute. En ce moment, c'est hyper popularisé, donc ça me fait plaisir. Ils appellent ça l'entraînement en densité, je crois, et t'as Flo Marek, par exemple, qui parle du 10 des 10 en traction. Donc pendant 10 minutes, chaque minute, tu fais 10 tractions. J'aime bien ça parce que tu poses ton cerveau quand tu fais ta séance, tu fais ta série, et elle est pas compliquée. Et Tu poses pas ouais. tes muscles par contre. Non, non. Mais par contre, Parce que 10 des 10, Ah ben 10 des 10, je valide pas, je pense, hein. Mais le principe de c'est l'EMOM, par chaud, ouais, contre, je c'est pense. génial. Mm, Et, mm, mm. et tu vois, j'ai pas beaucoup de temps, ou les gens avec qui je m'entraîne, il n'y a pas forcément beaucoup de temps. Donc ce qui est hyper important, justement, c'est de se dire comment je maximise mon temps d'entraînement. Donc j'utilise des mouvements polyarticulaires le plus souvent. Et puis des trucs qui me font kiffer. Donc moi j'adore être suspendu, donc il y a souvent des tractions, ou en plus je suis beaucoup assis, donc beaucoup refermé, donc il faut venir ouvrir un peu cette cage thoracique. Et je travaille beaucoup en full body, parce que c'est pareil, il y a des trucs qu'on n'aime pas faire, et c'est bizarrement toujours ces séances-là qui sautent. Donc je me dis, dans une Mm. séance, je pousse, je tire, je squatte, et puis voilà. Ouais. Du coup, question par rapport à ça, si tu enlèves le facteur temps de l'équation, imaginons, tu es là à la maison, tu as ton salaire qui tombe, tu as du temps que tu peux te dégager. Qu'est-ce que tu fais de différent? Qu'est-ce que tu fais en plus au niveau de tes entraînements? Euh, je travaille, j'accorde plus de temps aux skills que je mets de côté. Que généralement j'en ai qu'un ou deux en travail, et par exemple, je sais qu'on travaillait tous les deux sur le handstand push-up, donc les pompes en équilibre. Je les ai mises de côté, je les ai négligées, ce qui fait que je suis revenu très très loin derrière. Donc je ramène ça, puis peut-être que je me remets sérieusement au handstand et à la souplesse. Et j'en profite pour bosser avec Eva sérieusement sur des portées, et pour création de numéros de spectacles en production. Ok. En ce moment, je suis en train d'essayer un truc aussi que je trouve assez rigolo, je sais pas si t'as déjà vu passer, c'est le rope flow. Donc c'est les cordes que tu fais tourner, et tu fais un peu des figures derrière, tu sautes jamais, mais tu la fais passer à gauche, à droite, dans ton dos. Ah ouais, ok. Ok. Et c'est assez sympa parce que tu bosses ta coordination. Moi, ça fait un peu le lien avec le cirque. Et c'est vachement plus cardio que ce qu'on pourrait penser, en fait. Puis je peux faire ça à l'intérieur, à la maison. C'est assez Mm, sympa. mm. Ouais, je t'avoue que j'ai moins été dans ces trucs-là. Même encore aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire, même si je t'avoue que je sens cette envie progressivement qui arrive de travailler mon cardio. Chose que je faisais jusqu'à mes 18-20 ans, et puis vu que très spécifique dans ce que je fais, c'est par choix volontaire que je l'ai écarté. Mhm. Et là aujourd'hui, je me dis, tu vois, je pense que si je raconte pas de conneries, c'est quand tu m'avais invité sur ton podcast, où justement on disait que bah moi j'avais choisi la voie d'être spécifique Ouais. au détriment d'être complet. Et j'ai l'impression que c'est peut-être en train de changer un peu, tu vois. Là aujourd'hui, j'ai écarté un peu les équilibres parce que
parce que j'étais obligé en termes de temps, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps et si je voulais, c'était juste plus ma priorité. Donc aujourd'hui, c'est la période la plus longue que j'ai eue sans pratiquer et j'ai toujours pas l'envie, en tout cas, de reprendre sérieusement, enfin, Mmh. pour le moment. Et tu vois, je prends vraiment du plaisir à faire du renfo beaucoup plus global, me muscler les jambes à fond. Donc je me dis, j'ai l'impression qu'avec l'âge, il y a certaines choses qui vont bouger un peu, tu vois. Ah, c'est sûr, J'ai il y a envie des de cycles. garder, j'allais dire, j'ai envie de garder quand même cette, tu vois, l'aspect d'équilibre. C'est sûr que j'ai pas envie d'abandonner complètement. Mais de là à refaire 1 h 30, 2 heures par jour, je pense qu'à un moment donné, tu sais, je me dis putain, mais je suis en train de m'entrer avec des gens qui veulent devenir artistes. Euh, Pourquoi est-ce que je m'impose autant le même volume d'entraînement, tu vois? Je me Ouais, disais à je un moment comprends, ouais. donné, est-ce que ça fait sens? Ça l'a fait pendant un moment. Pour le moment, ça en fait moins, donc peut-être que ça va revenir, mais voilà, l'envie d'être un peu plus complet en ce moment. Ouais, je comprends. Bah, moi, c'est mon levier et alors le cardio, j'ai toujours eu un petit peu parce que je venais des arts martiaux, donc ce qui était venu très vite avant que ce soit la mode, c'était du HIIT avec du 30-30, donc j'avais toujours eu un peu, cette capacité de travail. J'aime bien travailler en AMRAP aussi, donc tu mets un nombre de circuits pendant un temps donné, puis tu fais le plus de tours possible. Mais quand j'avais fait ma première course d'obstacles encore, je me suis rendu compte que j'étais une quiche en cardio. J'avais jamais couru vraiment de ma vie à part au collège et au lycée peut-être. Et putain, j'ai souffert. J'ai souffert pas sur les obstacles, mais sur le déplacement entre les obstacles. J'ai dit: «C'est pas possible Mathieu, tu peux pas, c'est pas l'image que tu veux renvoyer aux autres, il faut que tu développes ton cardio», et donc je me suis mis à courir. Et pendant 3 ans, 4 ans, j'ai couru avec souffrance et dégoût, quoi. Et puis j'ai changé de mindset aussi là-dessus. C'est-à-dire, t'as changé de mindset par rapport à ça? Avant, j'étais avec un groupe de personnes qui voulaient absolument performer et je courais avec eux 2 fois par semaine et donc comme je m'entraînais pas beaucoup et que je venais du monde, on va dire de la muscu, même si c'est pas exactement ça, donc surcharge progressive, il faut toujours faire plus. Bah, je faisais du fractionné, donc long ou court, et j'avais bien progressé parce que finalement, même si c'est pas fou, mon meilleur temps c'était 45 minutes aux 10 kilomètres, donc je suis content de ça et j'avais jamais passé. Et mais par contre chaque séance était dure et j'avais pas envie d'y aller, j'étais dans le rouge, c'était pas agréable. Et j'entendais souvent les gens qui disaient: «Ouais, mais la course à pied c'est 80 d'aérobie, tu dois pouvoir être à l'aise, nin nin». Je dis: «Mais j'ai pas le temps moi de faire ça, c'est pas possible. Je veux pas courir pendant des heures». Et j'ai arrêté de courir avec eux, je suis parti, je cours plus qu'une fois par semaine. Et pendant longtemps ça a été, bah, tu pars avec le casque sur les oreilles et interdiction d'être dans le rouge. Et en fait, le kiff, j'allais courir, je découvrais un peu les décors à la campagne, j'écoutais un podcast et trop bien, quoi. Et depuis, c'est devenu, enfin, si je cours pas pendant 2 semaines, je vais me dire: «Putain, tu as quand même pas couru, Mathieu». Alors je cours toujours qu'une fois par semaine, mais j'y vais avec plaisir. Et en plus maintenant, cerise sur le gâteau, je cours avec mon fils le dimanche. Donc c'est parti par hasard comme ça, et donc on se fait une petite sortie père-fils, et je lui apprends à être un peu plus endurant parce que quand tu es gamin, tu es explosif mais tu as pas d'endurance. Donc on développe ça tous les 2 et c'est juste génial, quoi. Et j'ai pas retrouvé les perfs que j'avais, mais je cours moins souvent, et donc si jamais j'ai envie de me préparer pour une course, je pourrais, assez facilement remonter avec un niveau, et c'est plus du tout la même chose, quoi, et mon cardio a plus rien à voir. Mmh. Bah, écoute, je pense que ça clôture pas mal de choses. Est-ce que toi, tu penses à un autre sujet, une question, peu importe, quelque chose que tu aurais voulu aborder? En tout cas, je suis assez content de la tournure que ça a pris. Ouais. Hem, Ça a divagué sur pas mal de choses. Je n'ai malheureusement pas ma question qui m'est revenue entre-temps. Oh la déception. Je perds pas tant que tu l'as pas retrouvé. Non, écoute, on pourrait partir sur des tonnes de sujets, tout à l'heure, tu me demandais mon objectif, heu, sur les skills en calisthénie, heu, j'en travaille 3 actuellement. Je travaille toujours le muscle up à la barre qui est un de mes mouvements emblématiques, en fait, c'est le premier que j'ai appris et que j'adore. Donc je cherche à l'avoir le plus clean possible et le plus fort possible. Donc là, j'ai un PR à 10 kilos sur 2 muscle up. C'est pas fou, mais voilà, j'étais content là-dessus, et donc j'aime beaucoup le rendre clean. Je travaille un peu la planche,
et le front lever. Alors ma planche est dégueulasse, je suis très mauvais en poussée, mais j'avance là-dessus. Et par contre, mon front lever, j'avais dû te l'envoyer. Quand je suis en forme, j'arrive à avoir un beau front lever full pendant 2 secondes. Donc, euh, donc voilà, c'est mon boulot du moment. Puis à côté, je bosse ma souplesse de hanche pour réussir à avoir un pistol squat décent. Mm, mm, mm. Ouais, je me rappelle, tu avais vraiment un profil très fort, pas vraiment déséquilibré, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plutôt, allez, 50-50, je suis bon en tirage, je suis bon en poussée. C'est vrai que toi, tu es plutôt un cran en dessous en poussée et un cran au-dessus en tirage. Alors le pire, c'est la poussée verticale. Parce qu'encore la poussée horizontale, j'ai retesté, je te disais là, avec les gars, on a retesté les dips, je suis pas si dégueu que ça. Alors putain, Mm. développer mes 84 kilos au-dessus de ma tête, c'est l'angoisse. Bah écoute, je pense qu'on a clairement un profil opposé. Moi, Ouais, ça va être très fort du coup en poussée verticale. J'irais faiblesse. J'ai vraiment du mal à être explosif sur le tirage en règle générale. ok. Tu vois, même encore aujourd'hui, si le muscle up, c'est pas vraiment une bonne partie de mon entraînement, je vais très vite retomber dans mes anciens travers. Donc là, je prends un exemple, tu vas vite comprendre. Il y a, je sais pas, il y a 5-6 mois, je pense, je me suis dit, putain, j'avais passé des muscle up en force avec 15 kilos de lesté. Par contre, muscle up en force, tu vois. Mhm. Par contre, te passer un muscle up clean, sans keeping du tout, je galérais de ouf. Ok. Va savoir pourquoi, je me suis toujours entraîné aux anneaux, je me suis toujours amusé à avoir une false grip de bûcheron. Donc je me suis dit, putain, vas-y, il faut quand même travailler un peu là-dessus. Donc j'ai rangé mon ego de côté, j'ai débarqué à la salle avec des élastiques pour travailler le muscle up, ce qui était du coup très dur, je t'avoue, personnellement. Mais ce qui a été cool, c'est que très vite, j'ai chopé le truc, j'ai bien rechargé progressivement. Je passais un muscle up donc normal, clean, avec plus 10, j'ai fait plus 12,5 une fois, en explosif, du coup. Stylé. Et là, depuis, j'ai arrêté de le travailler, je sais pas pourquoi. Et je suis de nouveau, pas en galère, mais je perds le truc, tu vois. Donc il faut vraiment que je me force à travailler ça, et l'explosivité, je vais pas l'avoir. Par contre, tu me donnes de la magnésie, tu me fais accrocher mes deux mains au-dessus en false grip, je peux t'enchaîner 10 muscle up, il y a pas de souci. Ah, tu vois, Mais celui-là, je sais pas le l'explosivité, faire, moi. galère. Je sais faire Mm. le en false grip aux anneaux. Je sais le faire en explosif ou strict avec très peu même de balancier maintenant. Par contre, en false grip sur la barre, je suis coincé. Enfin, si j'ai dû réussir à le passer une fois par hasard, mais je suis obligé d'être hyper explosif sur mon tirage. Et peut-être je suis coincé là sous la barre comme ça. Et Mm. donc ouais, c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes profils là-dessus. Ouais. Et en parlant de ça, tu vois, il y a un truc qui m'attire de plus en plus. Je dirais pas que j'ai honte, mais je sais pas pourquoi. Je kiffe ce truc, et je pense qu'honnêtement, je pourrais pas être dégueulasse. C'est bras de fer, du coup. Parce que le fait d'avoir du coup tu sais, de la vraie patate en false grip, d'être pas dégueu en tirage, parce que tu sais, je te disais, en soi, l'explosivité, c'est mon point fort, mais quand je regarde ma force en tirage, elle est pas super bonne, mais elle est vraiment pas éclatée non plus. Donc je me dis, c'est un truc qui me plairait qu'au bien, tu vois. Moi, j'ai des mauvais souvenirs avec ça. Bras de fer, j'ai trop peur maintenant. Ah ouais. Mais il y a longtemps aussi, dans mon ancien job, on faisait des tournois de bras de fer avec les collègues. Tu vois, les trucs cons d'ego, on s'amusait. C'était du bien passé en général. Puis il y avait des sacrés bûcherons. Et il y a un gars qui est venu faire avec nous, mais qui avait un peu d'ego, mais qui avait pas de technique. Et donc on le faisait ça entre potes, donc pas avec les vraies tables, hein. Et bah, il a vrillé un petit peu, ce qui fait que l'os, il a fait clac. Le bras, il a fait, là, si on voit à la caméra, Ah, il est j'aime tombé à pas la parler de renverse, ça. il est devenu tout blanc. Et après, on a regardé et on a vu que c'était une fracture hyper courante sur les bras de fer, sur les gens qui savaient pas les faire. Donc j'ai dit plus jamais je ferai de bras de fer de ma vie. Même si j'étais pas mauvais à la base, ça m'a traumatisé. Mm, mm, mm. Mais c'est vrai que, bon, après, pour moi, ça fait sens, en fait. Bon, j'ai étudié la kiné, je suis coach aussi. Pour moi, ouais, ça fait vraiment du sens de pas te mettre dans des positions à risque.
Oui, Tu vois, de même si tu tombes contre quelqu'un, si tu te positionnes bien, à moins d'avoir, je sais pas, une rupture de ton tendon, c'est ce qui peut arriver, mais de oui. là à avoir une fracture, je pense qu'à un moment donné où ça devient trop risqué, tu laisses aller. Mais effectivement, si c'est pas logique pour toi, c'est vrai que ces trucs-là, ça me fait peur. Ouais. C'est ça, donc moi c'est le truc que je dis à mon fils à chaque fois: «Fais pas de bras de fer». Je lui ai expliqué, Mmh. mais donc il en fera forcément. Mais ouais, moi j'en ferai plus parce que je pense que je sais me placer naturellement, intuitivement, mais le mec en face de moi pas forcément, je m'en voudrais. Mmh. Mais ouais, je te vois bien en bras de fer effectivement, tu un grip de bûcheron toi. Bah, ouais, tu vois, je sais pas, alors je sais pas vraiment d'où est-ce que ça vient parce que, OK, j'ai fait des anneaux, mais j'en ai pas non plus fait, toute ma vie, tu vois? Mais en tout cas, ouais, ça a toujours été relativement simple de caler mes poignets au-dessus et de faire des muscle up, quoi. OK, ouais, cherche pas, talent naturel. Ouais, donc écoute, je me plains pas et puis ouais, poussée verticale aussi, ça a toujours été relativement simple pour moi. Tu sais, maintenant que je coach des gens là-dedans et que j'essaye un peu de me remémorer par où est-ce que moi je suis passé, c'est vrai que très vite, en fait, j'ai eu mes premiers handstand push-up et j'ai pas eu vraiment l'impression d'avoir galéré en plus, tu vois, à Ouais. l'apprendre. Je pense que j'ai eu vraiment des facilités là-dessus, ouais. De mémoire, toi t'avais dit que tu bossais la planche très tôt aussi, non? Ouais, Il ouais, y a quand j'ai commencé, ça a été planche, y a pas du mais transfert, si assez facile là-dessus? si probablement, ouais, c'est quand même légèrement différent, mais je pense que ce qui a aidé, c'est construction d'épaules en acier. Ouais. Moi, quand je regarde, même, physiquement, enfin mes épaules, prédominent surtout, tu vois? Tous les exercices de poussée, je vais vraiment directement, solliciter les épaules OK, ouais. et puis, enfin moi j'ai été vraiment en mode, straight to the point, j'ai fait: «OK, je veux faire des handstand push-up», je faisais que des handstand push-up au mur, forme éclatée, mais par contre j'ai fait que ça, quoi. Ouais. Donc je pense que ça a pas mal aidé, je faisais très peu d'exercices de tirage, beaucoup, beaucoup, beaucoup de poussées au début et puis comme j'ai commencé vers 17 ans, je pense que si tu tambourines à cet âge-là, tu encore dans la période je peux faire tout et n'importe quoi, j'ai plein de résultats. Ouais. Bah, après ça me fait penser à ce que je partage avec toi, que tu communiques en ce moment, c'est, il y a tout qui marche quasiment, quoi. Donc faut Mmh, pas se faire chier à chercher la meilleure méthode, faut trouver la méthode qui nous permet de continuer, parce que si tu fais pas trop de conneries, normalement tu arriveras à ton résultat. mmh. Ouais, franchement, là, tu vois, ça a été aussi c'est pas vraiment une révélation, mais plus une constatation au fil du temps, c'est qu'OK, quand tu dis, «Je veux devenir coach», OK, qu'est-ce qui marche? Tu étudies la théorie, machin et puis tu te dis: «En fait, bah, non, moi j'ai étudié ça a montré des résultats donc c'est ça qui fonctionne» et en fait, tu vois des gens qui font théoriquement n'importe quoi, mais ça marche, tu vois? Donc en fait, c'est pour ça, moi, en ce moment, je mets beaucoup l'accent là-dessus dans mes contenus, c'est que les gens, ils posent des questions, «Ouais, en fait, je pense que c'est parce que j'ai pas de résultats, c'est parce que je fais du 4x6, c'est pas du 4x5». Enfin, je dirais pas qu'on s'en fout, mais les gens se posent, vraiment les mauvaises questions, en fait, tu vois? Bah, ça c'est un truc, j'ai pas encore réussi à trouver l'angle pour le partager, mais je voulais refaire une publication là-dessus. Les gens, ils cherchent l'outil, ils cherchent la planification parfaite. Là, tu vois, on est revenu sur l'époque du, faut préparer le summer body. Donc, je suis inondé de publications de coachs sportifs qui veulent, faire perdre du poids. Je dis: «Mais les gars, c'est déjà trop tard, en fait. Ouais, OK, tu vas Mmh. avoir des améliorations, mais ce qu'il faut, c'est avoir un corps pour toute l'année. Et est-ce que tu crois vraiment que c'est viable, un tru en 2 mois, 3 mois, réussir à rattraper le reste de l'année de conneries ou toute ta vie de conneries?» Eh non, le truc, il a mis longtemps à s'installer, c'est normal que ça mette du temps à se désinstaller, c'est pas grave, en fait. Mmh. Et ça me fait marrer que tu dis ça parce que j'ai justement entendu un mec qui disait ça il y a pas très longtemps et qui disait, moi quand un mec il me dit ça en mode: «Moi je veux le summer body», il dit: «Moi je le reframe direct en mode: "Et quoi, l'hiver, tu fais quoi de l'hiver?"» Tu vois? C'est quoi ce mindset de, «Je veux juste me transformer pour l'été», tu vois? Et qui disait qu'en gros, bah, ça déjà, c'est un état d'esprit où tu entends ça, il faut pas laisser passer, quoi. Faut pas dire que c'est mauvais de vouloir faire ça, mais juste, si l'état d'esprit c'est juste, mon objectif c'est juste faire ça, bah, ouais. Est-ce que tu vas réellement,
aux premiers obstacles, quand ce sera dur, est-ce que tu vas vraiment continuer, quoi? Bah, on connaît la réponse à 80 c'est non. Mais après que ce soit en point de départ, pourquoi pas, mais ouais, c'est ça. Il faut être patient les gars, en fait. Et c'est encore plus beau justement si tu patient. Bah, je sais pas ce que t'en Ouais, penses, mais t'aurais eu le handstand d'un bras en 15 jours, est-ce que t'aurais autant, continué à le bosser? mais je l'ai eu en 15 jours. J'ai une formation justement, c'est Ah merde, 3 on 000 en avait € pas pour parlé! apprendre le un bras en un jour. C'est One Arm En 10 Hero? jours. Non, je rigole, mais il y en a, ouais, enfin bref. Mais oui, 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 bien sûr, je te rejoins à 100%. Putain, tu me dis quand tu sors cette formation-là, je l'achète direct, hein. Moi je veux le un bras demain, hein. Putain, quand je pense à ce truc-là, quand même, le temps que ça prend, c'est abusé. Mais ça me rassure un petit peu quand, tu sais, du coup, je côtoyais un peu le cirque cette année ou même l'année dernière et qui disait, bon, même dans les disciplines du cirque, c'est quand même c'est une des disciplines qui prend le plus de temps et c'est vrai que ça m'a un peu rassuré. Je me dis, putain, ok, je fais quand même pas n'importe quoi et c'est pas moi qui suis fou. Et même en fait, dans les accompagnements, j'ai cette conversation avec tout le monde où en fait, tu sais, les premiers bilans, au début, je me dis putain, ok, les mecs, ils vont être contents et tout. Et puis ils me disaient, ouais, ok, c'est bien, machin, mais euh, enfin, je progresse pas sur l'équilibre, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de mal, etc. Et en fait, mon seul job, c'est d'être en mode man, chill. C'est normal. C'est encore que le début, donc prépare-toi. Et c'est ça, c'est juste, faut être assez fou pour continuer. Mais il y a beaucoup de personnes qui pètent les plombs, quoi. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Ce qui est Ouais. normal. Quand t'es habitué à te dire, «J'ai tout en 15 jours, 3 semaines», que les gens te vendent Mm. des méthodes miracles avec les tutos, le handstand à bras en 5 étapes ou en 5 minutes, bah non, c'est pas la vraie vie, quoi. Ouais, donc ça t'apprend clairement la patience, ce truc-là. Déjà, la calisthénie, je trouve, c'est une discipline qui demande beaucoup de patience. Les progrès sont assez lents, je trouve, en règle générale. Et puis, c'est là où on a un gros taf, je trouve, en tant que coach, c'est que lui, il va dire, ok, mais en fait, regarde lui là, lui, il a eu son muscle up en 2 semaines. Ou lui, regarde, si ça marche vraiment, il a sa planche en 2 mois. J'ai dit, oui, oui, ok, mais toi, t'es pas lui. Toi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais. Et parfois, c'est un peu, tu vois là certaines personnes qui sont vraiment mordues par le street et qui ont envie de continuer, et puis tu vois ceux qui se disent putain, en fait, waouh, quelle discipline ingrate et injuste, vas-y, je laisse tomber. Et franchement, je comprends les deux points de vue. Ah carrément, ouais, carrément. C'est comme tu as dit, c'est une discipline à part entière et ouais, c'est assez ingrat parce qu'on travaille avec les bras de levier, quoi. On travaille avec notre corps, on travaille avec la proprioception, ça demande vachement de temps et on a tous des corps hyper différents. Alors, déjà en muscu classique, je pense que on n'est pas tous égaux et ça doit jouer un peu sur un développé couché ou un truc comme ça, mais alors sur une planche, la longueur de tes bras, les machins, bah voilà, c'est comme ça, hein. Mm. Puis va soulever tu sais, t'en as, ils ont des boulards et des cuisses énormes, tu vois, donc rien que ça, quoi. Ouais, Rien que ça, laisse tomber. Va faire une tuck planche à ces gens-là, ils pètent les plombs, quoi. bah tu m'étonnes. Bah, j'ai un collègue avec qui on s'entraîne qui fait une tête de plus que moi et qui doit pas être loin des 100 kilos. Bah, on a réussi à lui valider ses premières tuck planches, mais c'était compliqué, hein, parce que Ah ouais, putain. bah, il est vachement lourd. Il est très grand, les bras de levier. Puis je suis pas le meilleur, même si je sais faire, hein, je suis pas le meilleur en conseil là-dessus. Ouais, ça a été compliqué, mais résultat, la satisfaction quand tu passes le truc. Mm. Ouais, ouais, c'est ça, parce que du coup, ceux qui continuent, satisfaction, comme tu dis, elle est d'autant plus grande, d'autant plus gratifiante quand t'as galéré pendant longtemps. Et je pense qu'en calisthénie, il y a une période qui est plus ingrate. C'est une fois que tu as débloqué tes premiers skills. Tu apprends assez vite finalement tes premières tractions, tes premiers squats, tes premières pompes, tes premiers dips. Si tu te démerdes bien, ton back lever ou ton muscle up. Et puis après, ça t'ouvre enfin. C'est comme les ceintures noires aux arts martiaux. Tu commences enfin à te dire, ça y est, je rentre dans le game. Et là, ça devient hyper frustrant. Mm. Ouais, 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 c'est. Mais après, encore une fois, ça dépend de chacun. C'est ça que je trouve qui est stylé avec la calisthénie, c'est qu'au final, tu peux prendre tellement de directions. Il y a des gens qui sont dans les figures, il y a des gens qui, en fait, tu sais, ils sont dans l'accompagnement et en fait, les figures, ils en ont rien à foutre.
c'est juste du développement musculaire. Il y en a en fait, ils arrivent, ils se disent en fait, ils découvrent que le street lifting c'est un truc, ils veulent aller là-dedans. Mhm. Donc ouais, ça dépend. C'est vrai qu'il y a un peu, il y a un premier step à franchir et ensuite c'est, ok, où est-ce que je vais? Il y a tellement de directions. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai que la route est longue, ouais. C'est ça qui la rend cool. Mm. Et parfois j'ai du mal à me, tu sais, à me rendre compte, tu sais, à prendre un peu de recul en mode, ok, putain, et j'en discutais avec Alexis justement, qui lui il mettait ça en lumière, et c'est vrai que c'est trop vrai, tu vois. L'air de rien, moi j'ai trop du mal à me dire que ça fait 10 piges que je m'entraîne tu vois. Mm. Et c'est vrai que parfois, c'est tellement longtemps, après, encore une fois, il y a des gens, ça fait 20 ans, 30 ans, ils sont là-dedans, enfin 30 ans, ouais, s'il y en a. Je me dis parfois, j'ai tellement du mal à me rendre compte en fait ouais, du temps passé là-dedans, de tout ce qu'on a fait, et que parfois c'est juste une question de temps, quoi. Les gens ils remettent en question ce qu'ils font, la prog, peu importe, alors que parfois c'est juste mec, patience, quoi. Mm. Mais c'est souvent ça, ouais. Bon, il y a la prog à regarder parce que la prog chopée sur les tutos YouTube, généralement tu peux la casser, mais ouais, c'est souvent le temps. Je regarde le temps. Je pense qu'on peut doucement clôturer parce Ouais, que je vais avoir des rendez-vous en plus. 1h50, c'est pas mal. ouais, on est toujours bavard, hein. Dans tous les cas, je mettrai je sais pas si tu veux nous partager un petit mot de la fin. Tes réseaux, dans tous les cas, si tu veux nous les partager, mais ils seront évidemment dans la description. Mais ouais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu es le plus actif, toi? Je disais, je suis le plus actif sur LinkedIn. Si vous n'avez pas LinkedIn, je fais à peu près les mêmes publications sur Insta, mais je suis moins à l'aise avec ce réseau, mais je suis présent sur les deux. Donc LinkedIn, Mathieu Mancel, Insta, Coach Circulaire. Et puis je suis sur YouTube, mais je publie moins régulièrement. Le mot de la fin, bah, merci Martin, c'était vraiment hyper cool de reprendre un long moment à rééchanger avec toi et aller redivaguer sur plein de sujets. J'espère que vous nous avez kiffé et que vous aurez plein de questions, on y répondra derrière. Et ce serait quoi ton mot de la fin, toi, Martin? Mon mot de la fin, je t'avoue que j'ai pas de mot de la fin en tête. Non, c'est cool parce que est-ce qu'on peut quand même raconter à ceux qui sont encore en train de nous écouter que c'est du coup la 3e fois que nous tournons ceci. Alors bon, il y a eu je sais pas combien de mois d'écart entre la première et la dernière, et celle-ci qui j'espère est la dernière. Donc ça c'était assez cool. Sinon, mot de la fin, j'ai pas de mot de la fin. Non, je trouve ça cool de nous voir évoluer tous les deux, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les mois, sur les années à venir. Donc affaire à suivre. Yes, Voilà carrément. mon mot de la fin. Bon allez, merci beaucoup Mathieu. À Merci bientôt. Martin, à plus. Ciao. Ciao.